Now we are going to speak French. So for the one who speak French and want to practice, please stay with us. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à cette session française du BOMA Covid-19 Virtual Summit. On va passer ensemble 2 heures ce soir à nous interroger sur les conséquences et les premières leçons à tirer de cette crise. Cette crise qui est une crise sanitaire, mais au-delà de cette crise sanitaire, nous vivons d'autres crises, crise économique, crise sociale, peut-être même crise politique. Je rappelle juste que pour ceux qui viennent d'arriver, que ce summit a lieu dans plus de 10 pays simultanément sur 5 continents, 60 intervenants de 21 nationalités. On a commencé à prendre l'antenne à 7 heures ce matin depuis la Nouvelle-Zélande. Et puis les interventions, les débats ont lieu toute la journée au Japon, en Allemagne, en Chine, au Canada, en Inde, en Pologne. Et puis après notre session, elle se poursuivra notamment au Portugal, au Brésil, aux États-Unis. Vous pourrez d'ailleurs retrouver certaines de ces sessions en replay sur Facebook. Cet événement a été organisé en quelques jours seulement dans des conditions que nous connaissons tous, le confinement, avec un accès très réduit à des moyens techniques. Certains sont même, à l'heure où je parle, sur une liaison 4G. Merci aux 12 équipes de BOMA dans le monde, à plus de 10 équipes de volontaires. Merci aussi à nos partenaires, Zoom, Facebook et l'équipe de Brightness en France. Alors, pendant que nos invités s'installent dans la salle virtuelle, j'en vois certains, je voudrais démarrer en vous disant que oui, cette crise, c'est une crise sanitaire, ce virus a tué, il continue malheureusement à tuer, il met à genoux nos économies, il interroge comme jamais nos modèles de gouvernance, notre sens civique, notre rôle individuel dans les différentes communautés, à différentes échelles, la famille, de l'entreprise, de la nation et même à l'échelle globale. Alors ce soir, on a pris le parti d'interroger les conséquences de cette crise, de commencer à essayer de tirer quelques leçons et de débattre sur les actions possibles à court et long terme. On reçoit ce soir un épidémiologiste, Arnaud Fontanet, un économiste, Frédéric Bizard, une secrétaire d'État, Agnès Pannier-Runacher, des journalistes, Lynn Landau et Julie Amaïd, une chercheuse, Simeng Wang, et un politiste, David Jaïs. Notre comité éditorial est aussi représenté ce soir par Olivier Sibony, qui est consultant, auteur et enseignant, spécialiste de la prise de décision stratégique, Guy-Philippe Goldstein, qui est chercheur et consultant sur les questions de cybersécurité et cyberdéfense, Romain Lacombe, entrepreneur, ancien responsable de l'innovation et du développement de la mission d'ouverture et de partage des données publiques, et je suis bien sûr accompagné d'une partie de l'équipe de BOMA France, Martin Schmitt, qui est là, Solange Desré et Garant Solagne. Je vous propose de démarrer sans attendre et de démarrer avec Arnaud Fontanet. Alors Arnaud, vous êtes épidémiologiste, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur de Paris. Vous avez été le premier titulaire de la chaire de santé publique et puis depuis le 11 mars, vous êtes membre du comité scientifique qui oriente les décisions de l'exécutif sur la gestion de cette crise sanitaire. J'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes aujourd'hui de la pandémie en France ? Alors aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la période la plus difficile de la pandémie, qui est celle où on voit affluer vers les services de réanimation, notamment dans les Hauts-de-France, dans l'Est de la France et en Île-de-France, des patients avec des formes extrêmement sévères de Covid-19 et avec une tension très forte sur les personnels soignants pour accueillir ces patients dans les meilleures conditions possibles, alors que vous le savez, la situation est critique. On doit trouver des nouveaux lits de réanimation très rapidement. Et cette période va vraisemblablement durer encore 2 à 3 semaines. Elle a commencé, je dirais, autour de la semaine du 6-12 mars. On avait vu avant des patients arriver en réanimation, les premiers qui étaient des personnes âgées, plus de 80 ans,
qui étaient les plus fragiles finalement. Et quand la vague du coronavirus a commencé à échapper au contrôle sanitaire, eh bien, ces personnes qui avaient plus de 80 ans sont tombées malades avec des formes très sévères d'emblée de la maladie, arrivent en réanimation. Et certains ont pu croire à ce moment-là que finalement, on était face à ce qu'on voit dans les épidémies de grippe où les personnes très vulnérables décèdent dans des formes graves. Mais ce qui est arrivé une semaine plus tard et qui était ce que nous redoutions, c'était ce qu'on appelle la deuxième vague, des patients plus jeunes qui ont moins de 60 ans, qui font des formes compliquées qu'on arrive mal à expliquer, mais qu'on observe aussi dans les pandémies grippales, qu'on observe dans d'autres maladies du même type, qu'on avait vu avec le SRAS, où dans la deuxième semaine, eh bien, il y a une espèce de bascule vers une pneumopathie très inflammatoire et qui, malheureusement, conduit ces patients vers les services de réanimation. Alors, c'est là, on est actuellement vraiment dans le cœur de ce que nous redoutions. Et cette situation va durer encore 2 semaines parce que les mesures de confinement qui ont été mises en place à partir du 12 mars n'auront un effet que dans 3 semaines. Toutes les Alors personnes revenons qui sur étaient en ces mesures notamment. Je vous interromps parce que il y a eu plusieurs décisions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes décisions qui ont été prises par la France depuis le début de cette pandémie? Alors, il y a eu finalement 3 étapes, hein. Il y a eu le tout début où on a eu le 24 janvier de mémoire des premiers patients qui arrivaient de Chine et sur une espace d'une semaine, on a vu 6 patients hospitalisés à Paris et à Bordeaux. Immédiatement, ils ont été mis en confinement. Leurs contacts ont aussi été repérés, mis en isolement. Et grâce à toutes ces actions, il n'y a pas eu de transmission secondaire. On a eu une deuxième alerte le 8 février quant aux contamines. Plusieurs patients ont été repérés après qu'un Britannique revenu de Singapour, ayant séjourné brièvement dans cette station, les a infectés, puis a continué son séjour jusqu'en Grande-Bretagne. Et là, on s'est dit, on a réussi à les identifier, on a réussi à les mettre en isolement, leurs contacts également, il n'y a pas eu de transmission secondaire. Mais pour la première fois, je me suis dit, cette fois-ci, on peut dire qu'on était à la fois bien préparé, mais qu'on a eu de la chance. Parce que jusqu'à présent, tous les patients arrivaient de Chine. Il était relativement facile, c'était quand même un argument extrêmement fort d'un voyage récent en Chine, de se dire, cette personne, si elle a des symptômes respiratoires et probablement un cas de Covid. On avait perdu cette notion, c'était quelqu'un de Singapour qui, cette fois-ci, était porteur. Et là, je me suis dit, le système va être mis sous tension. Il a tenu, et puis la bascule s'est faite le 25 février, où un patient est arrivé, un enseignant de l'Oise est arrivé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, est décédé rapidement, et témoignait d'une chaîne occulte finalement qui s'était déclarée dans l'Oise, qui était passée sous les radars, probablement parce que les premiers cas étaient peu symptomatiques. Et a suivi l'épisode d'un rassemblement religieux qui est à peu près cette dernière semaine de février à Mulhouse, où il y a eu un nombre très important de cas de façon extrêmement soudaine. Et c'est cet épisode qui finalement fait qu'on s'est retrouvé sur le territoire français avec un nombre de clusters importants, celui de l'Oise, de Mulhouse, puis des patients qui arrivaient d'Italie où l'épidémie s'était mise à démarrer, et enfin des patients qui arrivaient d'Égypte, qui avaient fait une croisière, etc. Et là, plusieurs foyers se sont allumés simultanément sur le territoire français. Et cette période où on avait réussi finalement par un repérage, un isolement très rapide des cas, un repérage de leurs contacts et mise en isolement, cette stratégie plutôt ne fonctionnait plus parce qu'il y avait trop de cas à la fois. Et il y a eu une montée rapide du nombre de cas sur le territoire français, avec, comme je vous l'expliquais en introduction, l'arrivée des patients dans les services de réanimation à partir de la première semaine de mars, d'abord des patients âgés, puis la deuxième semaine de mars, les patients plus jeunes, et la situation très tendue qu'on vit aujourd'hui. Alors, si on prend les chiffres aujourd'hui, on peut dire que les chiffres, ça nous dit qu'il y a 20 000 cas sur le territoire français, mais ça ne veut pas dire grand-chose finalement, ces chiffres, parce qu'ils sont très dépendants des stratégies de dépistage qui sont conditionnées aujourd'hui par les limitations qu'on a dans le nombre de tests disponibles. Et ce qui est plus important pour nous et qui est vraiment le chiffre critique, c'est le nombre de cas graves, ceux qui ont besoin d'une hospitalisation en réanimation, parce que c'est là où on est sous tension. Et puis évidemment, le nombre de décès. Pour les cas graves, on est à 2000 à peu près. Et pour les décès, on est à 860 aujourd'hui.
Et c'est ce chiffre, c'est ces indicateurs, notamment les cas graves, que l'on suit très précisément parce que c'est là où va être la difficulté, c'est pour les admettre dans les services de réanimation. Donc maintenant, on est dans une stratégie où on s'est retrouvé avec une mise sous tension des services de réa, et parce qu'il n'y avait plus de possibilité avec l'isolement des patients et leurs contacts de contenir l'épidémie, on est passé à cette stratégie de confinement qui a été décidée entre 12 et le 16 mars, avec des mesures graduées, comme vous l'avez pu le voir, mais qui voilà, nous impose aujourd'hui de rester chez nous parce qu'il faut limiter au maximum nos contacts, en espérant que dans les 2-3 semaines qui viennent, eh bien, on va ralentir l'afflux de patients vers les services de réanimation. Alors, nous avons choisi cette stratégie de confinement, sauf que la Corée, Hong Kong, Taïwan, Singapour n'ont pas mis en place un confinement pareil. Et pourtant, ils ont mis fin à la propagation de la pandémie. Comment ont-ils fait? Alors, je ne dirais pas qu'ils ont mis fin à la propagation de la pandémie. Et toute la question est là. Ils ont une stratégie qui a été effectivement pas complètement uniforme entre les différents pays. Il y a quelques caractéristiques communes. La Corée ont énormément dépisté. Et ils ont eu aussi un épisode autour d'une église évangélique à Daegu qui a été à l'origine de près de 1000 cas, mais qu'ils ont réussi en fermant immédiatement, et c'était possible géographiquement de le faire dans le contexte de la Corée, cette province à limiter. Et puis depuis, ils font du dépistage très actif et de mise en isolement avec un système qui fonctionne bien. Mais ils avaient des capacités de dépistage qui, sans commune mesure avec les nôtres. Les Singapour, Taïwan et au Japon sont sur des stratégies avec plus ou moins de fermeture, limitation des déplacements, mais certainement pas le confinement tel qu'on le vit sur notre territoire. Et dans des populations qui ont une grande habitude déjà de l'hygiène qui est nécessaire, de lavage des mains, etc., dans ce type de circonstances, une grande discipline collective aussi, qu'on est en train d'apprendre en France. Mais la difficulté à laquelle ils vont être confrontés, c'est qu'aujourd'hui, dans ces pays, il n'y a pas de personnes qui, finalement, ce qu'on appelle l'immunité collective, de personnes qui ont été infectées, et la tension va rester extrêmement forte avec un virus qui continue à circuler très activement partout, y compris à minima dans leur pays. Et on voit, si vous regardez les statistiques récentes, que Japon, Singapour et Taïwan sont en train d'avoir une augmentation de cas qui vont avoir de plus en plus de mal à contrôler. La Corée, ça tient toujours, mais la Corée, les chiffres et les courbes épidémiques sont très difficiles à interpréter parce qu'ils ont tellement dépisté qu'elles ne traduisent pas la montée des malades, mais elles traduisent simplement leur capacité à dépister. Et peut-être qu'il y a sous-jacente une montée des formes cliniques un peu plus sévères qui est en train de se faire, et je serais surpris qu'ils ne vivent pas ce que Taïwan, Singapour et Hong Kong sont en train de vivre. C'est-à-dire que malheureusement, tant que vous n'avez pas eu une certaine proportion de la population qui a été infectée et donc naturellement immunisée, et puisqu'on n'a pas de vaccin, eh bien, on va se retrouver dans des situations où le virus tentera en permanence de revenir et les mesures de confinement éventuellement fortes vont le maintenir, mais ne résolvent pas le problème sur le long terme, puisque tant que la population n'est pas immunisée, la pression restera très forte. Une dernière question à propos de la recherche des traitements du vaccin. Où en est-on? Alors, sur la recherche, la priorité aujourd'hui, je vais mettre diagnostic d'abord. On a des tests PCR qui nous permettent donc de diagnostiquer les formes aiguës. Ce qu'on a absolument besoin de savoir, c'est quelle est la proportion de personnes qui ont été infectées en population. Et ça, on pourra le savoir avec les tests de dépistage d'anticorps qui témoignent d'une infection récente, puisque le virus circule récemment, même si vous n'avez pas eu de symptômes. Et ce qu'on va apprendre à ce moment-là, c'est dans les régions touchées, quelle est la proportion de personnes qui a réellement été infectée? Parce que ce que nous, on voit, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg, qui sont les formes cliniques avec des pneumopathies ou des formes plus sévères encore. Mais peut-être qu'on apprendra que beaucoup plus, dans les régions touchées, de personnes ont été infectées, et ça va complètement changer notre vision et notre perspective sur le contrôle de l'épidémie, puisque je vous disais, cette immunité collective est très importante. Deuxième point, sur les traitements. On n'a malheureusement pas de traitement antiviral qui soit aujourd'hui efficace. Il y a un essai qui vient de démarrer en France qui s'appelle Discovery, qui va comparer un traitement antirétroviral, lopinavir-ritonavir, un traitement remdesivir qui est un autre traitement qui avait été développé contre Ebola, et puis auquel on a rajouté récemment le traitement de la chloroquine, qui est, comme vous le savez, partout dans les médias, pour lequel une étude a été faite, mais pour l'instant extrêmement préliminaire, avec des résultats très parcellaires sur seulement 24 personnes,
et sur lesquels on ne peut pas statuer sur l'efficacité de ce médicament. Il faut le faire de façon comparative et c'est ce qui est en cours avec cet essai Discovery. Pour les vaccins, il y a en France, mais partout ailleurs dans le monde, des initiatives en cours. Malheureusement, le vaccin, c'est une perspective d'1 an. Le temps d'avoir un vaccin qui aura prouvé son efficacité et sa bonne tolérance va nous prendre 1 an. Donc, pour le vaccin, c'est rendez-vous début 2021. Je serais très étonné qu'on ait un vaccin efficace auparavant. Merci beaucoup Arnaud Fontanet. Je sais que vous êtes très pris en ce moment et je vous remercie d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau pour répondre à nos questions. Je vous laisse partir. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Nous allons ouvrir maintenant le débat avec Frédéric Bizard. Cette crise est aussi un test sans précédent pour notre système de santé. Et nous avons ce soir la chance d'avoir sur le plateau Frédéric, qui est économiste, spécialiste des questions de santé et de protection sociale. Il mène de nombreux travaux de recherche en économie, notamment au sein de l'Institut Santé, qu'il a fondé en 2018. Bonsoir Frédéric Bizard. Bonsoir Michel. Quelles leçons vous tirez de cette crise pour notre système de santé? Alors, merci de m'avoir invité et bravo de faire cet événement qui permet un petit peu de continuer à garder une relation, une réflexion dans ce moment de confinement, ce qui est important parce que je pense que malheureusement, il y a un côté un peu frustrant à cette crise, c'est que lorsqu'on n'est pas soignant, on est confiné chez soi alors qu'on a envie vraiment d'agir face à la situation qui est quand même extrêmement compliquée. Alors, d'abord, je pense qu'il y a un choc psychologique à cette crise avec ces millions de personnes confinées. Vous savez qu'en 2000, l'Organisation mondiale de la santé a sorti un classement des performances des systèmes de santé à travers le monde. Et les 2 premières places ont été occupées par, 1, la France, championne du monde, 2, vice-championne du monde, je dirais, l'Italie. D'accord ? Et on a vécu un peu sur ce piédestal qui a été en partie fondé par ce classement, où il était quasiment impossible ou très difficile de pouvoir parler de réforme, de restructuration, de refondation du système, et donc des failles du système, qui a été extraordinaire au XXe siècle, mais du fait du changement considérable de l'environnement, cette transition démographique, épidémiologique, technologique, a fait que notre système a déraillé. Et vous avez des soignants qui, depuis des années, et avec une intensification forte, depuis des mois, avec des grèves dans différents services et autres, essaient de crier, un petit peu d'alerter les pouvoirs publics. Mais encore une fois, les pouvoirs publics, c'est un discours qui est assez inaudible. Donc je pense, j'espère, mais avec beaucoup de prudence et de réserve, que la première prise de conscience, c'est que non, nous n'avons plus le meilleur système de santé. Nous faisons partie des 5 pays les plus touchés. 90% des décès sont dans 5 pays, dont la France. 80% des cas sont dans 7 pays, dont la France. Bon. Et nous avons pourtant la chance, on a entendu Arnaud Fontanet, qui est un épidémiologiste de réputation mondiale, un chercheur de réputation mondiale, donc nous ne manquons pas de ressources humaines, mais c'est le système qui n'est plus performant. Alors, 2 mots d'abord sur nos atouts, quand même, avant de choses. On a beaucoup d'atouts, on a 3 atouts. La première, c'est notre ressource humaine de soignants qui reste une des meilleures au monde, que ce soit parmi les chercheurs ou parmi les soignants. On le voit et clairement dans cette crise-là, c'est un atout, même si on a beaucoup abîmé cette démographie médicale par des décisions des pouvoirs publics. Pendant 15 ans, on a diminué par 2 la démographie, le nombre d'étudiants formés avec le numerus clausus. Donc, on a cassé la démographie médicale et donc on est en train de revenir à une démographie quasi normale, mais ça va prendre encore quelques années et là, on le paye. Le deuxième atout qui est importante, même si elle est en décroissance, c'est quand même la couverture des territoires en matière de médicalisation. Il faut savoir que la France, sur le plan de la couverture par les hôpitaux, la couverture par les cabinets médicaux, fait partie des pays qui est le mieux couvert. Plus de 90% des Français sont à moins de 20 minutes d'un médecin généraliste. Vous avez plus de 50 hôpitaux par million d'habitants, c'est moins de 20 dans les autres pays. Donc on garde une couverture. Et enfin, c'est notre financement solidaire. On le voit,
que ce financement solidaire permet, y compris dans les périodes de crise, y compris quand vous avez une pathologie grave, de ne pas avoir de barrière financière à l'accès aux soins. Et ça, quand vous regardez la situation des États-Unis, y compris aujourd'hui, où vous avez des patients Covid qui commencent à recevoir leurs factures parce que ce n'était pas inclus dans leur contrat d'assurance santé, où vous avez 30 millions clairement d'Américains qui ne sont pas couverts, ça va être un vrai problème. Alors, bon, malgré ces atouts, pour moi, la crise a révélé au moins trois défaillances structurelles qui ne sont pas nouvelles. À travers l'Institut Santé dont vous avez parlé, on travaille depuis 2 ans à essayer de combler ces lacunes qu'on a identifiées depuis un certain temps, mais que la crise a amplifié ou a révélé ou a confirmé en fonction des angles de vue. La première, c'est qu'on a d'abord un État français qui est un piètre opérateur de santé publique. On voit la multitude des crises sanitaires, quelquefois après avec des petits déclencheurs ou des plus ou moins gros déclencheurs depuis 20 ans. On voit que l'État et aujourd'hui n'est pas armé pour anticiper, pour se prémunir, pour réagir à temps. On a considérablement désinvesti en matière de ressources humaines. Si on prend les épidémiologistes de terrain aujourd'hui, on voit que si on est un peu réaliste, on n'est pas capable de faire ce qu'ont fait les Coréens. Et en fait, notre stratégie, elle est quand même avant tout une stratégie qui est dictée par la pénurie qu'on peut avoir sur le plan du matériel. Aujourd'hui, la crise qu'il y a autour des masques, le retard qu'on peut avoir autour des tests de dépistage, est quand même une manifestation qu'on n'était pas prêt. Et ça, on le savait. Le deuxième défaillance structurelle, c'est qu'on est resté sur une logique du XXe siècle qui est une logique curative et qui n'est pas une logique préventive. En réalité, la France n'a pas de véritable stratégie de santé au sens d'avoir une réflexion politique d'organisation de la réparation, de l'entretien et de la prévention. Et c'est assez frappant de voir avec ce comité scientifique fait de personnes absolument remarquables, mais où on voit que le politique s'est défaussé finalement sur le comité scientifique pour prendre des décisions qui sont avant tout des décisions politiques. Mais comme nous n'intégrons pas de dimension autre que la dimension purement curative, c'est-à-dire la dimension purement scientifique, en fait, le politique est assez démuni dès qu'il y a un problème de santé, alors qu'un problème de santé, c'est un problème de société, ce n'est pas simplement un problème de médecine. Et là, on voit bien que le politique est désarmé. Le dernier point, qui est très important, évidemment, surtout pour un économiste, c'est qu'on voit la santé avant tout comme un coût. On ne pense pas que l'investissement dans la santé, en particulier dans ce qui est la recherche médicale, dans tout ce qui est les actions de prévention, on néglige totalement les externalités absolument colossales qu'il y a sur l'économie. À terme, lorsque vous investissez 1 euro dans des actions de prévention, vous savez que ça va rapporter 5 euros à l'économie à terme. Cette crise va coûter 1 000 à 1 500 milliards de dollars à l'ensemble de l'économie. Encore une fois, en étant un des 5 pays les plus touchés, on va être particulièrement impacté, en partie parce qu'on n'était pas assez préparé. Est-ce que Olivier, Guy-Philippe, Romain, vous avez une question? Oui, j'aurais une question pour Frédéric. Alors, merci pour ce panorama qui est très impressionnant de l'évolution de notre système de santé. Moi, j'aurais une question en particulier sur le point des crises. Quand on regarde des banques, par exemple, les banques peuvent avoir une activité plus ou moins normale, mais parfois on sait qu'elles ne sont pas capables de résister à des crises financières. On s'en est rendu compte en 2008 et depuis, on essaye de passer des stress tests. Et je vais revenir sur le point des stress tests potentiels qu'il y aurait pu avoir sur le système sanitaire français. Je le dis parce qu'on a évoqué la Corée du Sud avec Arnaud Fontanet. La Corée du Sud avait eu le choc du MERS en 2015. Il y avait eu des plans qui ont été préparés par le Korean Center for Disease Control dès 2018 pour avoir les fameux drive-in qu'on voit partout. Et ils avaient même fait un exercice de simulation en décembre 2019 sur un cas d'épidémie de coronavirus. Ils étaient prêts et on peut penser qu'ils étaient prêts des plans jusqu'à l'implication opérationnelle. Est-ce que ce type d'exercice de stress test, de simulation de votre connaissance a été fait sur le système sanitaire français au cours des 10 dernières années pour voir si justement, au-delà de l'aspect des choses que l'on connaît et qu'on doit surveiller, par rapport à des chocs extérieurs, on serait capable de résister à un choc important de l'extérieur. Et donc la question… Non, est-ce que ces tests ont été faits? Est-ce qu'on a stress testé le système sanitaire français au cours des 10 dernières années? D'abord, ce n'est pas la première crise sanitaire que l'on a. La dernière véritable étant
la crise liée au H1N1. Le MERS nous avait un peu moins touché, et on avait vu déjà qu'avec H1N1, on était fragile, on avait réagi trop tard, donc on avait vu qu'on était fragile. Heureusement, on a été relativement peu, in fine, atteint. Alors, les pouvoirs publics ne sont pas restés inactifs ces 20 dernières années. Puisqu'on savait que ça pouvait arriver, ce genre de pandémie, on a des modèles qui ont vraiment imaginé exactement ce type de pandémie-là. Donc, on a essayé de se préparer, mais je dirais de façon assez technocratique, c'est-à-dire qu'on a fait des plans relativement théoriques, des plans de préparation de ce type de crise, sans vraiment essayer de les appliquer, je dirais, réellement, mais surtout avec un problème, c'est qu'encore une fois, on a la technostructure qui pilote le système, assez indépendamment des partis politiques, assez indépendamment de la politique de santé, encore une fois, qui est relativement absente. Et c'est vrai pour l'ensemble du spectre politique. Je pense qu'on entend les polémiques, mais il y a une vraie responsabilité collective à notre impréparation aujourd'hui par rapport à ça, fait que lorsque on a fait face à en live à cette pandémie, on s'est aperçu que les plans théoriques qui semblaient comme ça assez robustes sur le papier n'avaient pas été pensés suffisamment loin et avec les moyens adéquats pour être mis en place. Le cas de l'Allemagne est assez intéressant. Si on regarde aujourd'hui l'Allemagne a pu mettre en place, par exemple, une stratégie qui part des frontières et qui va jusqu'à la suivi individuel de chaque cas suspect, puis de chaque cas contact avec les suspects, en ayant et le matériel de protection, et le matériel de dépistage, et les ressources humaines qui permettent véritablement cette police sanitaire. Donc, les Allemands ont été capables de mettre ça. Donc, de ce point de vue-là, si on compare deux systèmes de santé très proches dans sa philosophie avec deux pays comparables, on voit que là, le stress test n'a pas véritablement été extrêmement probant pour la France par rapport à l'Allemagne. On verra, encore une fois, il faut rester prudent, la crise n'est pas finie. Donc, voilà. Après, le stress test à l'échelle de la prise en charge, notamment de la prise en charge hospitalière et de médecine de ville, encore une fois, parce qu'on a cette ressource humaine qui reste excellente, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va en sortir. D'abord, les soignants payent un lourd tribut qui est un peu le résultat aussi de notre impréparation, même si on ne sera pas le seul pays avec les soignants qui sont touchés. Mais clairement, le cas entre l'Italie et la France, qui est resté un petit peu sur un modèle très centré sur le curatif, avec une santé publique assez absente de la politique de santé, en paye le prix fort. Une question aussi d'Olivier Siboni pour Frédéric. Olivier, vous aviez une question? Oui, pardon. Une question pratico-pratique pour Frédéric. Dans ce système très centralisé, c'est le job de qui d'anticiper une crise? Ça serait le job de qui concrètement et précisément dans ce qu'on appelle ce système, là, de manière très abstraite? C'est le boulot de qui de se dire au mois de décembre, tiens, il y a une épidémie d'un truc bizarre qui commence en Chine, on ne sait pas encore ce que c'est, on devrait peut-être faire un stock de masques à tout hasard et de gel hydroalcoolique. C'est pas une question de politique, de stratégie. Il y a quelqu'un dont ça devrait être le job. S'il n'y a pas quelqu'un dont ça devrait être le job, c'est un problème. Mais s'il y a quelqu'un dont ça devrait être le job, c'est qui? Alors, c'est le job de Santé publique France. On a eu une stratégie d'agencification. Encore une fois, on a les ressources, mais on n'a pas intégré sur un plan politique des structures qui permettent d'être extrêmement réactifs. Donc, on a une multitude d'agences dont on essaie de les regrouper pour se dire il faut qu'on soit plus efficient. Donc, on en avait trop. Donc, on a regroupé 3 dans une qui s'appelle Santé publique France, notamment avec une des 3 agences qui a été regroupée avec 2 autres, qui s'appelle EPRUS, et qui était vraiment chargée d'avoir les stocks stratégiques, ce qu'on appelle les stocks stratégiques sanitaires, et puis la réserve sanitaire. Donc, véritablement, en cas de pandémie, de le faire. On sait ce qu'il en est avec une réserve sanitaire qu'on est en train d'essayer de réactiver un petit peu en précipitation, et puis des stocks stratégiques qui n'étaient plus là, manifestement, parce que
encore une fois, ces agences qui sont quand même assez marginalisées par rapport au pouvoir politique. Personne ne connaît Santé publique France en matière de qui est le directeur. Et on voit bien que là, c'est un directeur central d'un service central qu'on appelle la Direction générale de santé qui a pris le pouvoir. Mais notre système est avant tout, en dehors de ces agences, et est avant tout tourné vers le soin. L'obsession d'un ministre de la Santé, c'est quand même de piloter les quelques 2 millions de professionnels de santé qu'on a dans notre pays et de s'assurer qu'on ait ce qu'appellent les politiques de santé, l'accès aux soins. Vous voyez, donc la réflexion de santé publique, elle est concentrée sur quelques experts, des gens comme Arnaud Fontanet qui font de la recherche, qui pilotent des choses, mais assez absente de la politique de santé au quotidien. Il suffit de regarder les 15 dernières années, les lois. La dernière grande loi de santé publique 2004, on avait déterminé 100 objectifs de santé publique. Et on est le seul pays à déterminer vrai 100, c'est-à-dire aucun. Toutes les lois qui ont succédé à celle-ci n'ont même pas essayé de déterminer le moindre objectif de santé publique. Donc là, on voit que, et j'espère que cette crise va être salutaire pour essayer un petit peu de se poser, ce qu'on fait, nous, depuis quelques mois, quelques années, mais pour construire un vrai système de santé. Nous avons un système de soins, mais cette crise nous révèle que nous n'avons pas de système de santé véritablement, alors qu'on en a largement les moyens, mais qu'on ne s'est pas donné les moyens politiques. Merci Frédéric. Restez avec nous parce que nous avons beaucoup de questions sur Facebook et on reprendra certaines questions à la fin. Nous avons à présent la chance d'avoir parmi nous Agnès Pannier-Runacher qui vient de nous rejoindre. Elle est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Bonsoir. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Je vous vois, mais je crois que votre micro n'est pas activé. Il suffit d'activer. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Cette crise sanitaire, c'est aussi une crise économique majeure. Est-ce que vous avez des informations sur l'impact économique de cette crise à ce jour? Alors, difficile de commencer sans rendre hommage quand même à nos personnels de santé, parce que c'est quand même avant tout une crise sanitaire majeure. Sur le volet économique, c'est une crise qui aujourd'hui est évaluée avec un impact de l'ordre de 230 points de base, 220 points de base, 230 points de base sur notre économie française, puisqu'on a fait une prévision où on aurait une croissance négative de moins 1% de PIB. Mais c'est un chiffre qui est à prendre avec beaucoup de guillemets, puisqu'on n'a pas encore une idée de l'évolution de l'épidémie en France et de l'évolution de l'épidémie chez nos voisins avec lesquels on est interconnectés économiquement. On le voit, la Chine redémarre par exemple aujourd'hui, elle serait hors Wuhan à 70% de capacité, ce qui est très bien, mais elle sert des marchés qui sont l'Europe et qui sont les États-Unis, qui eux-mêmes se retrouvent dans des positions. Alors l'Europe est en train de fermer progressivement, les États-Unis sont un petit peu plus loin encore. Et donc, cet effet de rebondissement sur la planète va avoir un impact collectif, un impact sur les vecteurs habituels de croissance. Et puis, c'est un choc violent, massif pour des milliers d'entreprises. On a des petits entrepreneurs qui n'ont plus aucune recette, zéro. Certains depuis plus d'un mois, parce que beaucoup ont en tête les commerces que nous avons fermés mi-mars, mais vous avez tout le tourisme, tout l'événementiel, la culture, tout ce qui est l'économie du sport, tout ce qui est économie des loisirs qui s'est brutalement arrêté. Vous avez une production qui est en fait assez basse en France, contrairement aux apparences, qui est plus basse, y compris que des pays qui sont à un niveau de confinement plus avancé, parce qu'il y a eu un effet peut-être de sidération suite aux fermetures de mars et une volonté de redémarrer en grande sécurité les sites qui fonctionnent. Et puis, dans la restauration, on a également un impact majeur. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on rentre
avec un impact majeur sur des centaines de milliers d'entreprises qui frappent la trésorerie et des perspectives de rebond que l'on voit difficilement avant, objectivement, le mois de septembre pour tout ce qui est entreprise, tourisme, etc. Et pour les autres, c'est un peu incertain parce que ça dépend de la manière dont l'épidémie va se dérouler en France et peut peut-être rebondir sur nos pays alliés. Et comment le gouvernement va gérer toute cette période de crise économique et d'inactivité? Alors, la première chose, c'est qu'on travaille à ne pas couper le lien entre les salariés et leur entreprise. Et ça, c'est le chômage partiel. C'est un dispositif totalement inédit de chômage partiel en France. On n'a pas cette tradition. On a un chômage partiel, mais qui était beaucoup plus bas, qui s'adressait essentiellement aux bas salaires. Donc là, on finance jusqu'à 4,5 fois le SMIC le coût des salariés pour l'entreprise. Et pour les salariés, lorsqu'ils sont au SMIC, ils sont rémunérés à hauteur de leur salaire net, et à 4,5 fois le SMIC, ils sont rémunérés à 84% de leur salaire net. Et ce lien donc est plus confortable que des possibles licenciements qu'on avait pu voir en masse en 2008. Et ce qu'on a appris de la crise de 2008, c'est que l'Allemagne avait redémarré plus vite et plus fort parce qu'ils avaient utilisé ce dispositif de chômage partiel. Le deuxième élément, c'est la trésorerie. La trésorerie, elle est absolument nécessaire à un moment où vous n'avez plus de chiffre d'affaires. Donc, on règle, entre guillemets, en tout cas, on prend en charge le sujet des salaires au travers du chômage partiel. On doit ensuite regarder comment chaque charge fixe vont impacter les entreprises. Il y a la question des impôts et des cotisations sociales. Le choix qu'on a fait, c'est de permettre de reporter ces paiements. Il y a la question de la fourniture d'énergie, d'eau, de gaz. On a négocié avec les principaux donneurs d'ordre le fait qu'ils acceptent que les entreprises ne payent pas immédiatement ces factures-là. Il y a le sujet des prêts et de tous les échéanciers bancaires des entreprises. Nous avons mis en place une garantie bancaire, là aussi massive, 300 milliards d'euros, qui permet de garantir à hauteur de 90% les prêts existants des entreprises et permettant aux banques elles-mêmes de donner des moratoires à 6 mois, mais également de garantir de nouvelles lignes. Et ça vaut pour les prêts bancaires, mais ça vaut aussi pour le financement export et ça vaut aussi pour le financement du crédit inter-entreprise et notamment tout ce qui est assurance crédit. Et puis, le troisième élément, c'est pour les entreprises qui sont des indépendants, donc qui peuvent bénéficier de tous ces dispositifs, mais le chômage partiel pour les indépendants, évidemment, ça n'existe pas. Nous avons mis en place un fonds de solidarité spécifique. Ce fonds de solidarité, il est ciblé sur les indépendants qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont soit ceux qui ont arrêté de travailler quasiment depuis début mars, donc ceux de la culture, de l'événementiel, du tourisme, et qui ont perdu plus de 70% de leur chiffre d'affaires en mars, soit les entreprises qui ont dû arrêter de travailler le 14 mars suite à nos arrêtés d'interdiction de travail, enfin en tout cas d'ouverture de sites accueillants du public, un certain nombre de commerces, de restaurants, etc. Donc pour eux, 1 500 € qui seraient versés début avril, c'est l'objectif que nous nous fixons. Le maximum du chiffre d'affaires perdu s'agissant des auto-entrepreneurs qui ont souvent des chiffres d'affaires inférieurs à 1 500 €. Et ce serait ce seraient les services des impôts qui ont un lien direct avec à peu près la majorité des entreprises, donc cette rapidité qui se chargerait de faire cette opération. Et puis une deuxième couche pour les entreprises particulièrement en difficulté qui expliqueront leur situation avec une instruction légère, mais qui permettrait de bénéficier d'un effort additionnel. Au total, on parle grosso modo de 8,5 milliards de dépenses sur le chômage partiel. On parle de 35 milliards, non, pardon, je vous dis des bêtises, 35 milliards grosso modo de report de charges sociales et fiscales, et on parle donc de 300 milliards de garanties bancaires.
Lynn Landau, journaliste à France Info, avait une question pour vous. Oui, bonjour Madame la secrétaire d'État. En fait, je voulais savoir au niveau des masques, donc le gouvernement a insisté sur le fait qu'il fallait les donner aux soignants de façon privilégiée parce qu'on est en situation de pénurie. Mais sachant que le port du masque généralisé a donné de plutôt bons résultats à Taïwan, à Hong Kong et dans d'autres pays, est-ce qu'il ne faudrait pas tendre justement vers un port du masque généralisé en France, peut-être en commandant plus? Alors, deux choses. La première chose, c'est que justement, je suis chargée de l'approvisionnement en matériel critique en appui du ministère de la Santé et en appui du SGDSN, donc la Défense nationale. Sur les masques, on est en train de sourcer très largement en Chine. Vous avez Santé publique France qu'on évoquait tout à l'heure, qui prend les très grosses commandes qui vont directement chez les personnels hospitaliers. Et puis sur des commandes de taille plus modeste, on va sourcer au travers notamment des entreprises privées aussi, puisqu'on leur demande de pousser à fond tout ce qui est sourcing pour diversifier notre risque. À un moment, on ne sera pas les seuls à aller sourcer des masques. On a notre fabrication intérieure. On produit en France de l'ordre de 35 millions de masques, à peu près moitié FFP2 et moitié masques chirurgicaux qu'on est en train de pousser. Et on regarde à des alternatives textiles. On a lancé il y a plus de 2 semaines les filières les entreprises de la filière Modelux, donc en fait tout ce qui est confection textile, un challenge pour qu'ils nous proposent des modèles, des designs de masques qui pourraient avoir les propriétés des masques chirurgicaux et FFP2, et on est en train de les qualifier, et certaines pistes commencent à être prometteuses, c'est-à-dire qu'elles ont un pouvoir de filtration équivalent à ce qu'on cherche pour des masques spécialisés. Après, il faut qu'ils soient confortables, bien ajustés. Enfin, on ne s'improvise pas fabricant de masques du jour au lendemain, mais on peut, sur des boucles assez rapides, arriver à développer cette production de masques. La question de la pénurie, elle apparaît donc, on a un goulot d'étranglement aujourd'hui, mais je crois qu'il faut prendre du recul aussi par rapport à ça. Ce que vous signalez par ailleurs, c'est la pratique du port de masque. Et c'est vrai que culturellement, alors moi je suis pas médecin, donc je vais pas faire la doctrine de santé, j'ai pas la prétention de savoir ce qu'est ce virus et vous n'avez pas non plus de connaissances très approfondies des virus en général. Mais ce que nous ont dit les experts, c'est qu'il y avait une réticence à préconiser un port de masque généralisé parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude, nous, individus, de porter des masques comme c'est le cas beaucoup dans les pays asiatiques. Dans les pays asiatiques, vous avez une grippe, l'usage est de se mettre un masque pour protéger les autres. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas prendre le masque par le milieu, mais qu'il faut le prendre par les côtés, etc. Et on a été alertés par les médecins sur le fait que, attention, le port de masque, c'était certes une barrière vis-à-vis des autres, mais ça pouvait aussi présenter un risque si on l'utilisait mal, si on le tripotait toute la journée, si on mettait ensuite les mains partout, ou inversement, si on concentrait du virus, alors je le dis très modestement, encore une fois, je ne suis pas médecin, sur la surface du masque. Donc, pour ces raisons, nous sommes conformés à tout le long au comité d'experts sur leurs recommandations en termes d'emploi des masques. Évidemment, dans les industries qui, pour des raisons de santé au travail, ont réglementairement accès à des masques, ces masques restent. Vous n'allez pas provoquer des silicoses chez les gens parce qu'il faut donner les masques aux soignants. Soit ils s'arrêtent, soit ils travaillent avec un masque. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et en termes de logistique, on a aujourd'hui beaucoup de masques qui sont sur les routes en France pour arriver chez les pharmaciens, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. On observe aussi qu'on a une difficulté parce qu'on a beaucoup de coulage, beaucoup de vol, pour dire les choses, et que c'est aussi un élément de désorganisation que, évidemment, on appelle à une très forte responsabilité par rapport à cela. Donc, sur cette doctrine, on est très humble. On apprend de ce que les autres ont fait, on décortique, on analyse aussi au regard de notre propre culture. Il y a des mesures qui fonctionnent peut-être lorsque il y a un historique dans certains pays, plus simplement, peut-être moins dans d'autres.
Voilà, donc pour le faire court, doctrine de masque, elle évoluera peut-être en fonction de ce qu'on saura mieux du virus et de ce que nous diront les sachants. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on autorise, ou en tout cas on est d'accord pour pousser des redémarrages de sites, qu'à condition qu'on ait revu drastiquement le site et les postes de travail et qu'on respecte de manière drastique les mesures barrières. Les mesures barrières pouvant être d'ailleurs aussi d'autres équipements de sécurité. Je pense au port des lunettes, par exemple, ou des surlunettes, d'autres éléments, des barrières physiques, lorsque vous êtes potentiellement au contact avec quelqu'un, même à 1 mètre de distance, enfin, ce genre de choses dans des interactions commerciales. Et sur les sites de production industrielle, on a complètement revu les désinfections, les vêtements de travail, les croisements, les heures de prise de service pour minimiser les interactions entre personnes et faire en sorte qu'ils ne se croisent pas et qu'on n'ait pas de... Voilà, on ne mette pas la santé des gens en jeu. Et si on n'y arrive pas, notre recommandation, c'est de ne pas reprendre l'activité. Alors, nous avons un flot de questions sur Facebook. On va en choisir une. Martin, quelles questions avons-nous de Facebook ? Alors effectivement, il y a beaucoup de questions sur Facebook. On a choisi la question d'Anso qui s'interroge sur les statuts des intermittents. Voilà, elle nous pose la question en ces termes. Qu'en est-il des intermittents qui ont vu toutes leurs dates annulées ? Sont-ils concernés par les mesures de compensation ? Alors, les intermittents, ils relèvent d'un régime spécifique qui est géré par la culture, c'est-à-dire qu'ils doivent réaliser un certain nombre d'heures pour pouvoir bénéficier de conditions, enfin d'un régime de chômage particulier. À ce stade, compte tenu de la faible durée, disons ça fait 1 mois, le chômage, le régime fonctionne. Il est clair que, comme on l'a fait sur tous les sujets, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un sujet dans lequel il y a un délai, je pense notamment aux chômeurs qui étaient en fin de droit, on pousse en considérant qu'il faut quasiment mettre sous cloche la période que nous vivons parce que c'est une période qui est inédite et sur laquelle les démarches ne peuvent pas être faites. Vous ne pouvez pas chercher un job en ce moment, vous ne pouvez effectivement pas prendre de date. Moi, j'ai eu le cas d'une musicienne de jazz qui dit « je ne peux pas prendre de date ». Donc, mon régime, à un moment, il va s'épuiser parce que je n'aurai pas pris ces dates. Tout ça, on en a conscience et on prend point à point sur tous les sujets en disant cette date, elle n'existe pas et on la déplace de 3 mois. Donc, je ne connais pas spécifiquement le régime des intermittents parce que je ne le gère pas, mais je fais l'hypothèse que c'est très exactement ce qu'on a fait comme pour les autres régimes. Julie, dernière question. Vous aviez une question ici pour la secrétaire d'État ? Oui, effectivement, bonsoir. J'avais une question concernant justement le chômage partiel. J'aimerais savoir comment les entreprises vont devoir justifier leur baisse d'activité. Par exemple, pour un magazine qui ne va pas sortir le mois prochain ou celui d'après, alors que normalement la presse est plutôt épargnée par cette crise, puisque les marchands de presse sont encore ouverts pour la plupart en ce moment. Comment on fait pour justifier? Est-ce que ce sera sur le chiffre d'affaires? Comment on fait pour mettre en place justement ce type de chômage partiel et apporter des justifications? Alors, il faut revenir à ce qu'est l'esprit du chômage partiel. Le chômage partiel, c'est une mesure qui permet de maintenir les salariés dans l'entreprise parce qu'on a une sorte de sécurité ou d'assurance que l'entreprise, elle va redémarrer, que son activité va être à l'étiage à un moment et que c'est pour des raisons exogènes ou pour des raisons de difficultés ponctuelles qu'elle se retrouve dans cette situation. C'est un dispositif qu'on utilise beaucoup pour les entreprises en difficulté de ce point de vue-là. Rien de nouveau sous le soleil. Quand on regarde une entreprise en difficulté et qu'on autorise du chômage partiel, ce qu'on va regarder, c'est ses perspectives de son carnet de commandes futur. Et donc, si un journal est en difficulté depuis 6 mois, a déjà pas eu des résultats formidables en février, la question peut se poser. Si on est capable d'expliquer qu'en fait, il y a un plan très affirmé et qu'il y a tel sous-traitant, tel fournisseur, tel pigiste, qui constitue le journal, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas les pièces du puzzle pour faire le journal en question, alors on a une appréciation qui serait positive.
Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, nous avons un flot de demandes. Donc, on est très conscient qu'il y a des délais pour les réponses. On avait réussi à tenir 48 heures de délai de réponse jusqu'à la fin de la semaine dernière. L'important aujourd'hui, c'est de prendre date en explicitant votre situation. Ça peut être fait par mail ou direct. Effectivement, se connecter sur le site tel qu'il est donné. Et vous avez beaucoup d'informations sur le ministère de l'économie, donc économie.gouv.fr. Vous avez une foire aux questions, il y a tous les éléments, travail.gouv.fr, tous les éléments sur le chômage partiel, comment le computer, etc. On a 30 jours pour faire sa demande et c'est rétroactif au moment où on s'est trouvé en mauvaise situation. Ça, c'est très clair. Les services sur les terrains sont en train de traiter les sujets. Il peut y avoir des réponses qui sont parfois restrictives, mais nous traitons aussi nos propres services pour trouver une doctrine qui soit une doctrine claire et je dirais juste, de façon à ne pas... Enfin, l'objectif, on ne le perd pas de vue. Hein, l'objectif, c'est que des entreprises qui n'avaient pas besoin d'aide de l'État jusqu'ici et qui sont brutalement brisés, bloqués maintenant, doivent pouvoir sortir de la crise et retrouver une activité normale après crise. Donc, on fait tout pour aller dans cette direction. J'en profite pour vous poser une toute dernière question qui nous sort du cadre de l'urgence et du court terme. À votre avis, à long terme, quelles seront les conséquences de cette crise pour la politique économique française et peut-être même européenne? Alors, ça va être une crise qui va révéler plein de choses. Elle révèle la dépendance ou les interdépendances économiques. On a travaillé sur un sujet qui est qu'est-ce qu'un secteur essentiel. En fait, on ne sait pas dire ce que c'est qu'un secteur essentiel parce que tout le monde se tient tellement et tellement le fournisseur d'un autre que dès que vous retirez quelqu'un en production, vous apercevez que patatras sur des sujets essentiels évidents pour tout le monde, le sanitaire, l'agroalimentaire, vous les mettez en difficulté. Et ça, on l'a au plan international, c'est-à-dire quand la Chine a commencé à rentrer dans cette épidémie, tout d'un coup, on a vu plein de petites choses qui ne fonctionnaient plus aussi bien. Et donc, ça a mis en lumière peut-être un besoin de reconstruire une résilience sur la plaque européenne. Sourcer en Chine, ce n'est pas un problème, mais être totalement dépendant de la Chine, ça en devient un. S'il arrive ce genre de situation, ou pour une raison ou pour une autre, le pays est en difficulté. L'autre sujet, donc il y a un intérêt à réfléchir à de la relocalisation. Je parlais avec mon correspondant, mon homologue italien, il a la même démarche. Il y a un sujet d'accélérer la transformation de nos industries parce que finalement, il va falloir une relance, et plutôt une relance par la demande. La France ayant, avec la baisse des impôts de ces derniers mois, donc baisse de la taxe d'habitation de 3 milliards d'euros, baisse de l'impôt sur le revenu 5 milliards d'euros, il y a 8 milliards d'euros qui ont été réduits sur l'année 2020. Je ne sais pas si on a eu le nez creux, mais en tout cas, en termes de buffer, enfin de rééquilibrage macroéconomique, ça tombe à point nommé, mais du coup, c'est plutôt du côté des entreprises qu'il va essayer de falloir construire une relance en les rendant peut-être plus capables de sortir vite, d'aller pas prendre des parts de marché. Donc, transition numérique, c'est intéressant. Transition écologique pour faire des offres qui sont porteuses et où elles peuvent construire des parts de marché à l'international. Puis la troisième chose, c'est qu'on est en train d'apprendre de nouvelles manières de travailler. Toutes les entreprises qui étaient hésitantes sur le télétravail, sur des modes de travail en mode projet, etc. Là, on va apprendre à la dure collectivement. Enfin, elles vont apprendre à la dure collectivement, mais fondamentalement, on peut en sortir des choses positives. L'idéal, ce serait que les entreprises qui sont aujourd'hui dans une situation de repli, de cocon, puissent utiliser cette période pour former leur personnel et pour plutôt préparer la suite et préparer certaines transformations. Ça peut être un moment de réflexion stratégique. Pour l'Europe, c'est un défi. Si on arrive à serrer les coudes et à montrer par exemple, on l'a montré là avec les décisions de l'Union européenne et de la BCE qui ont été très profondes et qui nous permet d'avoir des garanties sur notre dette souveraine, 750 milliards d'euros, c'est gigantesque. Et là, l'Europe a été à la hauteur des enjeux. Et c'est dans la continuité qu'on va le voir et dans les solidarités qu'on saura développer versus les éventuels replis sur soi
quand chacun aura à gérer son pic épidémiologique. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est un moment politique pour l'Europe et j'appelle de mes voeux qu'on réussisse ce moment politique pour se serrer les coudes, pour sortir de la crise. Et effectivement, peut-être on perdra des plumes, mais on pourra reconstruire des choses intéressantes. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher. Vous êtes la bienvenue si vous souhaitez et vous pouvez rester avec nous. En tout cas, nous vous libérons. Je sais que vous êtes très prise. Merci encore. Merci infiniment. Et donc, n'hésitez pas, économie.gouv.fr, c'est vraiment le message que l'on veut donner à tous ceux qui veulent avoir des informations sur comment on peut les accompagner, parce qu'aujourd'hui, le temps est vraiment la clé critique. Merci. Merci. Nous recevons à présent 2 journalistes et toutes 2 très actives autour de l'initiative dont vous avez peut-être entendu parler. Et je ne regardais pas la bonne caméra, ça. Alors, nous allons couper le micro d'Agnès. Voilà. Donc, oui, je parlais de cette initiative dont vous avez peut-être entendu parler, Dash, je ne suis pas un virus, sur les réseaux sociaux, qui dénonce les préjugés et le racisme visant les Asiatiques. Nous avons vu apparaître, effectivement, particulièrement au début de cette crise, un racisme, en tout cas, il existait déjà, mais il a été particulièrement visible à ce moment-là. Bonsoir Lin Dao, on vous a déjà écouté une question. Vous êtes journaliste à France Info. Et bonsoir Julie Amaïd. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice du magazine Koi sur les cultures et les communautés asiatiques. Alors Julie et Lin, une question pour vous deux. Vous répartissez la parole. Comment est-ce que la communauté asiatique a vécu l'arrivée du virus en France? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs communautés asiatiques, hein, il n'y en a pas qu'une seule, mais je pense que c'est notamment la diaspora chinoise qui a été impactée en premier, puisque sans doute les personnes s'inquiétaient pour leur famille sur place. Donc, je pense qu'ils ont été au courant très, très tôt de la situation sur place en Chine, de la gravité de la situation. Et aussi parce qu'il y a eu un début de stigmatisation des communautés asiatiques vers janvier et février. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils ont commencé à faire l'amalgame entre les Chinois et le coronavirus. Et ils n'ont bien sûr pas fait la différence entre des personnes qui étaient effectivement chinoises et des personnes qui avaient un faciès asiatique. Donc, ils ont mis tout le monde dans le même panier. Et ça a été, et ce sont des personnes qui ont été ciblées par des moqueries, par des discriminations. Je pense notamment à des personnes qu'on a évitées dans les transports en commun, des personnes qui se sont fait insulter ou moquer dans la rue. Ça a été le cas de ma meilleure amie, par exemple, qui est d'origine vietnamienne, comme moi, mais à qui on a dit « sale chinoise, tu as le virus », là, pour vous donner une idée. Et les restaurants et commerces souffrent depuis le début de l'épidémie. Enfin, les restaurants et commerces asiatiques ont souffert très fort. Et donc, c'est vraiment une discrimination qui s'est mise en place. Voilà, oui, il faut savoir que ces comportements ne sont pas restés que sur les réseaux sociaux où ils sont apparus au tout début parce que chacun voulait avoir la bonne phrase, la petite blague et voulait faire rire un petit peu son audience, sa cour presque. Il y a eu des agressions dans la rue, il y a des gens qui ont été poussés des rames de métro, il y a eu des altercations dans les écoles et là, c'est allé très très loin auprès des jeunes parce qu'il y a eu vraiment une stigmatisation des enfants d'origine asiatique. Et puis, on a vu toujours sur les réseaux sociaux, toujours pour faire rire, mais bon, c'est plutôt un rire qui dérange, quoi, des personnes qui se sont demandé si on pouvait encore recevoir des colis qui venaient de Chine, si on risquait d'être infecté en mangeant dans des restaurants asiatiques en France. Moi, par exemple, j'habite dans le 13e et j'ai vu que dans mon quartier, qui est un quartier historiquement asiatique dans Paris, que les rues se sont vidées du jour au lendemain. Les restaurateurs, les commerçants asiatiques ici ont énormément souffert de cette crise dès le début, dès la mi-janvier. Il y a plusieurs choses. Oui, vous voulez dire quelque chose? Non, je dirais qu'il y a 2 dimensions dans le racisme. Donc, le racisme anti-asiatique, il n'est pas nouveau en France. Je dirais même que les personnes se sont servies du coronavirus pour surfer dessus, mais ça existait déjà. Et je pense notamment à la une d'un quotidien français qui s'appelle Le Courrier Picard et qui avait titré « Alerte jaune » et mis dans son éditorial « Péril jaune ». Et péril jaune, c'est quelque chose qui renvoie à la peur d'une invasion asiatique et ça date du 19e siècle.
Donc la peur des Asiatiques est assez ancienne en France. Et deuxième chose, c'est qu'en cas d'épidémie, on a toujours trouvé un bouc émissaire. Je vais vous donner l'exemple de la peste au Moyen-Âge. Eh bien, on a pu accuser les Juifs d'en être les porteurs. Et au moment d'Ebola aussi, il y a eu du racisme envers des personnes noires qui, par exemple, étaient afro-américaines, mais qui n'avaient rien à voir avec Ebola, mais qu'on n'a pas accepté, par exemple, dans les universités. Donc, voilà, je tenais à rappeler ces deux choses. Et aujourd'hui, pour parler de la situation du racisme anti-asiatique, je dirais qu'il s'est un petit peu dilué parce qu'aujourd'hui, on sait que l'Italie, par exemple, est le pays le plus touché, est devenu, est le pays le plus touché après la Chine, et l'Europe est devenue l'épicentre de l'épidémie. Donc là, j'ai pas vu forcément de discrimination envers les pizzerias ou les personnes dont les noms avaient une consonance italienne. Donc je pense qu'il y a vraiment eu un racisme vraiment ciblé, mais qui s'est dilué, voilà, avec le fait que effectivement les personnes ont vu que le virus n'avait pas de nationalité et que le Covid-19 pouvait toucher tout le monde. On a la chance d'avoir sur le plateau Ximeng Wang. Vous êtes docteur en sociologie, chargé de recherche au CNRS, et vous menez en ce moment une étude sociologique sur la diaspora chinoise en France. Bonsoir Ximeng, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Une question, alors, on a entendu quelques témoignages finalement, mais vous avez une approche scientifique puisque vous menez cette étude sociologique. Est-ce que vous pouvez nous dire, je sais que l'étude est en cours, elle n'est pas terminée, mais comment la communauté chinoise en France a vécu l'arrivée du virus? Oui, alors les vécus des Chinois de France face au Covid peuvent être analysés à 3 niveaux. Donc, Lin Lan et Julie ont évoqué le premier niveau, c'est tout ce qui est structure autour des sentiments de discrimination et de racisme. Et le deuxième type de vécu qui se déroule aussi plutôt au début de l'épidémie, donc avant que l'Europe soit devenue un foyer important du Covid, renvoie à l'aide humanitaire dans le secteur de la santé. Cela se traduit notamment par les collectes des masques et des matériels sanitaires depuis la France et puis ensuite par les envois transnationaux de ces matériaux à destination de la Chine, notamment à destination de la ville de Wuhan et de la région de Wenzhou. Et enfin, il y a un troisième type de vécu donc émergé plus récemment depuis quelques semaines quand le Covid s'est propagé en France et plus largement en Europe, et caractérisé par des mobilisations et des pratiques d'entraide sur le sol français pour lutter contre le Covid en synergie avec des acteurs français, mais aussi avec des dynamiques de solidarité transnationale, c'est-à-dire pour cette fois-ci, les envois des masques et des matériels ont changé de sens de circulation, c'est-à-dire les masques ont été envoyés depuis la Chine, par exemple, vers la France, et que la diaspora chinoise et les réseaux chinois d'outre-mer ont contribué à cette aide humanitaire. Il me semble qu'il y a eu 2 temps. Il y a eu un premier temps où la communauté chinoise a été assez critique à l'égard de la Chine, et d'ailleurs pas que la communauté chinoise. Et puis il y a eu un deuxième temps. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces 2 temps dans la courte histoire du Covid-19 en France? Oui, en fait, les critiques sont omniprésentes au sein des migrations chinoises en France face au Covid. Nous pourrions en effet les analyser au fil chronologique de l'évolution de la pandémie. Dans un premier temps, lorsque la crise a principalement eu lieu en Chine et en Asie, les Chinois de France étaient très frappés, notamment par les manières dont le gouvernement chinois a géré la crise. Il y a eu en effet des critiques sur le manque de transparence dans les médias et la circulation d'informations, sur la bureaucratie dans la gouvernance politique et dans la gestion de la crise en Chine, sur la faiblesse du système de santé chinois, sur les inégalités sociales bien évidemment exacerbées en quelque sorte par l'épidémie, et aussi sur la nature autoritaire de mettre sa population en quarantaine, etc. etc. Et ces critiques ont atteint une sorte de pic après le décès du docteur Li Wenliang, un des premiers médecins à Wuhan qui ont alerté sur le Covid.
Alors que dans un second temps, lorsque les nouveaux cas se sont avérés peu en Chine et que le Covid s'est propagé largement en Europe, on voit que depuis à l'intérieur de ces populations chinoises en France, les critiques ont changé. Alors d'un côté, on voit qu'il y a eu plus de discours nationalistes qui félicitaient en quelque sorte le gouvernement chinois dans son efficacité de gestion de crise, et de l'autre côté, plus de critiques envers le gouvernement français qui avait pris très peu de mesures de lutte contre Covid jusqu'à qu'il y a deux semaines. Donc beaucoup de personnes issues de la diaspora chinoise en France s'inquiétaient énormément de la propagation du Covid en France et aussi de ses lourdes conséquences sur le plan médical, sanitaire, économique, social et politique. Donc nous sommes en quelque sorte face à un dilemme, face à la gestion de cette crise sanitaire mondialisée, c'est-à-dire d'un côté le régime autoritaire efficace et de l'autre côté modèle démocratique occidental inefficace. Je voudrais revenir à Julie, une question pour vous, Julie, à propos du début en fait, de cette crise dans la diaspora chinoise. Est-ce que vous savez si elle a mieux anticipé l'arrivée du virus que le reste de la population? En tout cas, la diaspora chinoise l'a vu arriver dès le début, c'est-à-dire que autour du 10-15 janvier, beaucoup de Chinois de France ou Français d'origine chinoise qui sont en contact via des applications comme WeChat, c'est le WhatsApp chinois, avaient des informations de la part de leur famille, de leurs proches, parfois de leurs clients ou fournisseurs quand c'est des commerçants, qui leur disaient au jour le jour ce qui se passait, qui révélaient également les informations du docteur Li Weijiang, qui a été un des premiers lanceurs d'alerte. Et ces contacts, en fait, et ces personnes qui étaient confinées ont permis aux Chinois de France, aux Français d'origine chinoise, très vite de se préparer, parfois de s'inquiéter. Nous, on a fait un article qui est sorti sur le site de COI hier, justement sur comment se sont préparés ces Asiatiques en France. Et alors, ils ont cherché dès la fin du mois de janvier à se procurer des masques, du gel, à faire des provisions. Faut rappeler qu'en Asie, le port du masque est assez courant. Porter un masque, ça ne veut pas forcément dire je suis malade ou je dois me protéger, mais j'ai peut-être des symptômes, je ne sais pas, donc je mets un masque parce que c'est la grippe, parce que c'est l'hiver, donc c'est quelque chose d'assez courant, d'assez bénin. Et concernant les témoignages des personnes qu'on a interviewées pour notre article, beaucoup nous disaient que même avant les discours du président Macron du jeudi 12 mars, du samedi 15 mars, où on voyait crescendo le confinement arriver, beaucoup avaient déjà fait des réserves de nourriture. On a le témoignage, par exemple, d'une Française d'origine chinoise dont les parents, qui vivent également en France, lui ont ramené des kilos de nourriture à congeler chez elle. Il faut savoir que c'est une réaction qui fait appel aussi à des souvenirs qui sont parfois douloureux, parce que elle, ses parents sont chinois du Cambodge et ont survécu au génocide commis par les Khmers rouges. Donc vraiment, la nécessité, c'était ne pas manquer de nourriture et faire attention à cette épidémie grandissante, quoi. Lin Lan, une question pour vous qui, en regard de la deuxième phase dont parlait Simeng, quel regard vous portez aujourd'hui sur la communication politique chinoise par rapport à cette crise? Je pense que la Chine est complètement en train de faire du soft power, on va dire. J'ai interviewé un politologue qui s'appelle Steve Tong, et lui m'a dit que clairement, en fait, la politique chinoise et la propagande consistaient à faire de la désinformation pour faire oublier que le virus était originaire de Wuhan, c'est-à-dire que Pékin va essayer de brouiller les pistes. Par exemple, il y a le nouveau porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui avait tweeté le 12 mars dernier tiens, c'est peut-être l'armée américaine qui a fait venir le virus à Wuhan, soyez transparents, publiez vos données. Donc clairement, ils accusent les États-Unis, et le fait d'accuser les États-Unis, c'est une manière en fait, de détourner l'attention sur la responsabilité de la Chine. Et là, on oublie peut-être que la Chine, au début de l'épidémie, a cherché à faire taire les lanceurs d'alerte. Et je pense notamment à un ophtalmologue qui s'appelle Li Weijiang,
que le gouvernement chinois avait accusé de faire propager des rumeurs et qui finalement, après sa mort, a été réhabilité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare que la Chine présente ses excuses. Et donc, on saura pas dire si c'est parce qu'ils ont cédé ils avaient peur d'être mal vus par la population chinoise ou s'ils ont cédé à la pression internationale. Donc, je dirais qu'il y a de la désinformation. Et j'ai aussi discuté avec un citoyen local qui vient de la province de Hubei et qui m'a expliqué que 300 journalistes de l'agence de presse chinoise officielle avaient publié des informations de bonnes nouvelles sur Wuhan, tandis qu'ils avaient également commencé en parallèle à effacer des articles en ligne. Donc, il y a vraiment une volonté de réécrire l'histoire du Covid-19. Xiemeng, je voudrais revenir à vous avec une question sur l'intégration de la communauté chinoise. Est-ce que cette crise a eu un impact sur l'intégration de la communauté chinoise finalement dans la République? Alors, je pense que d'abord, il faudra rappeler que face à cette crise sanitaire, les Chinois de France se situent au croisement des deux réalités. Donc, les deux réalités qui sont en décalage, mais qui coexistent. D'un côté, il y a des dynamiques de solidarité nationale et transnationale auxquelles participent ces Chinois de France, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et de l'autre, il y a des actes discriminatoires à destination de ces Chinois. Et donc, par la suite, il y a aussi des luttes contre ces discriminations, contre le racisme, contre l'exclusion et la stigmatisation. Donc, c'est vraiment sur les tensions entre ces deux réalités sociales que se fonde notre recherche en cours. Donc, pour vous répondre, il y a deux axes de réflexion. Le premier est de constater que des Chinois de France, en particulier ceux et celles qui sont dotés en ressources culturelles et aussi économiques, autrement dit les médecins, les chercheurs, les journalistes, les dirigeants associatifs, les commerçants, etc., ils et elles participent très largement aux formes de solidarité et aussi aux dynamiques de solidarité qui se dessinent sur le sol français, donc avec les services publics français, notamment les hôpitaux à AP-HP, les instituts de recherche comme l'Institut Pasteur, avec le SAMU, avec le ministère de la Santé, etc., grâce aux liens qu'elles préservent avec la Chine et le monde chinois, à commencer par la maîtrise de la langue chinoise, mais aussi par leurs réseaux sociaux qui sont construits en Chine ou en diaspora, qui sont finalement des atouts dans le partage d'informations, dans le partage de savoir et dans le partage des matériels face à cette crise sanitaire. Et donc, le second axe de réflexion est de montrer que le Covid, finalement, se sert de l'occasion pour aider les personnes les plus démunies au sein des populations chinoises de France à se protéger du virus, à mieux connaître les systèmes de soins français et aussi le modèle de gouvernance politique français. Et à partir de notre études en cours, nous observons qu'il y a des tentatives d'entraide qui se multiplient au sein des Chinois de France. Il y a plusieurs groupes de chat en ligne, par exemple, qui se sont créés, non seulement pour diffuser et partager les informations et les actualités en langue chinoise, qui sont souvent immédiatement traduites, mais aussi pour accompagner les personnes non francophones à recourir aux soins en cas de présence de symptômes. Donc, ce sont des formes d'entraide, d'empowerment, en quelque sorte, qui aident bien évidemment à un meilleur vivre en France. Il me semble que Guy Philippe avait une question. Oui, pardon. Oui, c'est une question qui part, on va dire, d'un commentaire personnel, mais moi, je suis frappé par le succès des pays asiatiques avancés dans la capacité à contenir la crise. On parle de la Chine, mais pour moi, la Corée est un modèle. Taïwan, c'est extraordinaire. Même ce qu'a fait Hong Kong et Singapour, c'est remarquable. Et par rapport à ça, et ça, c'est moi qui suis entre guillemets occidental, c'est ce que je pense sincèrement. Et ce que je pense que par rapport à ça, l'Europe est totalement déclassée par rapport à l'extraordinaire progrès sanitaire, l'extraordinaire activité sanitaire qu'a réussi à prouver cette Asie développée. Et je voulais savoir, la question est un petit peu plus piège, mais est-ce que dans vos communautés respectives, et c'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas quelqu'un qui serait de Corée,
Mais dans vos communautés respectives, est-ce que vous voyez peut-être un début de changement de perception ou des questions qui se posent par rapport à, d'une part, l'Europe, où certaines personnes sont venues par l'immigration, et aujourd'hui une Asie qui semble effectivement plus forte? Je ne sais pas, peut-être que je peux répondre à cette question. Je trouve que c'est assez intéressant. Parmi les témoignages qu'on a recueillis sur le site, il y a une personne c'est un Français d'origine chinoise qui travaille avec la Chine quotidiennement, qui a fait venir ses beaux-parents en France lorsque il y avait le pic épidémique en Chine. Et je l'ai eu au téléphone et il me dit, je regrette parce qu'en fait, là, cette semaine, j'ai tout fait pour essayer de partir à Hong Kong. Parce que je me rends compte que là-bas, ils sont beaucoup mieux préparés, beaucoup mieux équipés, ou en tout cas, ils ont un sens de la solidarité et une certaine discipline aussi, il faut l'avouer, qui fait que l'épidémie a pu être contenue. En tout cas, c'est le cas, on le voit, hein, en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan, Hong Kong, Singapour. C'est pourtant des endroits où il y a une densité de population énorme et pourtant, on a quelques milliers de personnes, une centaine, 1000 personnes qui sont contaminées seulement, je dirais. Donc, c'est assez intéressant de voir que certains ont envisagé de quitter la France en se disant ici, on n'aura pas les moyens d'endiguer cette épidémie. Merci Lin-Lan, merci Julie, merci Simeng. On reviendra à la fin éventuellement à des questions, à des commentaires. Il est temps à présent de passer la parole à David Gies. Vous êtes politiste, auteur, enseignant. Votre dernier ouvrage, Slow Démocratie, comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en main, tout un programme, et une pépite pour comprendre comment on peut repenser la gouvernance de la mondialisation. Bonsoir, David. Bonsoir, Michel. Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Alors, cette crise, au-delà d'être une crise sanitaire immense, catastrophique, c'est aussi une crise économique, on l'a vu, c'est aussi d'une certaine manière une crise sociale. C'est enfin aussi une crise politique majeure? Oui, alors vous savez, le grand historien Fernand Braudel disait au XXe siècle, il y a des économies mondes, c'est-à-dire des systèmes productifs qui sont distribués par-delà les frontières nationales et qui ne peuvent être appréhendés que dans leur dimension globale. Je crois que la crise du coronavirus que nous traversons actuellement s'inscrit vraiment dans cette approche braudélienne. Je pourrais dire, si je voulais forger un néologisme, que nous sommes face à une crise monde, c'est-à-dire que vous avez un premier foyer épidémique qui apparaît dans la province du Hubei, en Chine, et parce qu'il n'est pas détecté de manière précoce, parce qu'il n'est pas contenu de manière précoce, en partie d'ailleurs parce que l'appareil sanitaire chinois a mis du temps à réagir, eh bien, il se propage aux quatre coins de la Chine, en fonction d'ailleurs des hubs de communication. Je vous recommande de regarder de ce point de vue l'infographie du New York Times qui est sortie hier sur la diffusion chronologique du virus. Et puis il se propage aussi au même rythme et en même temps dans le monde entier avec les mouvements des passagers qui prennent l'avion, puisque vous savez que les mobilités transfrontalières par avion sont très importantes. Un seul chiffre pour s'en persuader, 4 milliards de personnes ont pris l'avion en 2018, 1,4 milliard de personnes ont pris l'avion à des fins touristiques. Et il semble bien effectivement que le virus se diffuse aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, sans doute demain de manière plus massive en Amérique du Sud et en Afrique, en fonction de ces hubs intercontinentaux que sont les aéroports et les mégapoles qui accueillent à la fois des clientèles d'affaires et des touristes. Donc on est dans une crise monde. Évidemment, l'urgence, c'est la crise sanitaire qui a été très bien décrite tout à l'heure, à la fois par le professeur et par Frédéric Bizat. Il y a la crise économique qui se profile aussi, mais effectivement, derrière, nous avons une crise monde, une crise globale, qui pourrait avoir aussi des conséquences politiques très lourdes, puisqu'on voit déjà aujourd'hui le ton monter entre les États-Unis et la Chine, et la guerre froide un peu larvée qui se déroule silencieusement avec quelques incidents entre ces deux superpuissances depuis 10 ans pourrait prendre un cran supplémentaire dans les semaines qui viennent. Donc nous sommes vraiment face à une crise totale. Ce n'est pas la première fois, puisque nous avons déjà vécu la même chose avec la crise de 2008.
Le point commun entre ces deux crises mondes, c'est que vous avez un incident qui survient dans un point du système. En général, il s'agit d'un point nodal. En 2008, c'était le marché du logement américain, avec ses produits subprimes qui ont connu le destin que vous savez. En 2019, c'est un foyer épidémique dans la région de Wuhan. Mais dans les deux cas, c'est un épicentre qui est un point nodal et ensuite une propagation exponentielle en raison de l'imbrication profonde dans un cas des systèmes financiers et dans l'autre des systèmes de circulation des êtres humains, des mobilités transfrontalières. Donc nous sommes face à une crise monde et le problème c'est que nos appareils publics, on y reviendra peut-être, ne sont pas taillés pour faire face à ce type de crise. Alors, crise monde, crise géopolitique. Première question pour essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? Alors à court terme, à très court terme si j'ose dire, il faut d'abord écraser, pour ce qui concerne la France, l'Italie, l'Espagne, la courbe épidémique. Je ne vais pas refaire la démonstration qui a été très bien faite à plusieurs reprises dans les médias. Nous sommes face à une multiplication du nombre de malades et notamment de cas graves. Et nous avons, faute parfois d'anticipation, des capacités hospitalières qui risquent la surcharge. Donc, priorité est donnée à l'écrasement de cette courbe épidémique et du nombre de malades. Ensuite, nous avons à court terme aussi un problème qui va être la récession économique majeure qui se profile, puisque comme ça a pu être dit, nous avons une production qui va chuter drastiquement. Sur le deuxième semestre, on pourrait perdre 30, 40, 50% de l'activité pour cette bonne raison que les gens sont confinés chez eux. Donc, vous avez une partie très substantielle des travailleurs qui est loin de son poste de travail et vous avez une déprime de la consommation. Évidemment, puisque les gens ne peuvent pas acheter autre chose que du commerce en ligne ou des produits de première nécessité. Ajoutez à ça les très importantes perturbations sur les chaînes de valeur qui sont désormais globalisées et vous avez tous les ingrédients pour une récession globale. Et le problème, c'est que comme nous sommes dans un monde d'interdépendance, c'est ce que disait la ministre Pannier-Runacher tout à l'heure, quand bien même la production chinoise recommencerait à donner des signes de dynamisme, comme la Chine est un pays, une puissance exportatrice très dépendante des marchés intérieurs européens et américains, eh bien la crise risque de durer et de se prolonger selon un phénomène de domino. Donc à très court terme, ce qu'il faut, c'est premièrement écraser la courbe épidémique, surmonter évidemment la propagation de la pandémie, sachant que les pays qui prennent des mesures drastiques de confinement seront probablement à moyen terme obligés de fermer leurs frontières, au moins avec les pays qui ne prennent pas ce type de mesures. Je prends l'exemple du Brésil, par exemple, qui aujourd'hui présente une situation très inquiétante. Si la France, l'Espagne, l'Allemagne arrivent à vaincre l'épidémie sur leur territoire, mais que les frontières restent ouvertes avec un pays où l'épidémie se propage de manière incontrôlable, nous avons une véritable difficulté. Et cette difficulté ne pourra être traitée que si effectivement nous passons à la vitesse supérieure sur les tests, sur le traçage des patients, sur le diagnostic et sur le traitement. Donc, il y a ces deux priorités-là. Et puis, à moyen terme, effectivement, je pense qu'il faut réfléchir à une nouvelle architecture de la mondialisation parce que Edgar Morin avait cette phrase que je trouve très juste. La mondialisation telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est de l'interdépendance et de l'interconnexion sans solidarité. Nous n'avons pas construit le niveau de puissance publique et le niveau de solidarité qui nous permet de faire face aux fragilités auxquelles nous expose cette interconnexion et cette interdépendance. Et le défi pour nous, c'est d'arriver très rapidement, et là il y a urgence aussi de ce point de vue-là, à proposer une autre architecture. Faute de quoi, si nous ne sommes pas capables de proposer une architecture alternative, eh bien vous aurez une réaction inévitable des peuples qui a déjà commencé après la crise de 2008, qui se révoltera contre une mondialisation qu'ils jugent de plus en plus dangereuse, de plus en plus injuste, de plus en plus néfaste, et vous risquez de voir proliférer une offre politique qui a déjà connu un certain succès ces 10 dernières années, c'est-à-dire le nationalisme autoritaire. Je crois que Romain Lacombe avait une question pour David. Le micro était… Pardon? Oui, parfait, tout à fait, pardon. Merci beaucoup Michel et merci beaucoup David. Sans solidarité justement au niveau international, au niveau de ces interdépendances
mondiale. Comment est-ce qu'on fait face dans les jours, dans les semaines, dans on va dire les 2-3 mois qui viennent concrètement pour sortir de la crise, sortir du confinement, sortir de la dépression dont vous parliez? Alors, dans les 2 ou 3 mois qui viennent, nous n'avons pas d'autre solution que de faire confiance aux appareils publics, qui sont d'ailleurs d'une qualité inégale. Je le dis avec une certaine tristesse, mais cette crise mondiale qui nous frappe tous en même temps est aussi un benchmarking de politique publique et de modèles de gouvernance. Et on voit que certains pays et certains modèles de gouvernance s'en sortent plus ou moins bien. Donc nous sommes obligés de faire confiance à nos différents systèmes politiques, à nos appareils sanitaires publics. Il faut bien sûr aussi une union très forte de la société, puisque les efforts que chacun fait en respectant les consignes paieront pour écraser la courbe épidémique. Mais je ne vois pas, si vous voulez, comment à moyen terme nous pouvons faire l'économie d'une véritable réflexion sur l'harmonisation des normes dans un certain nombre de domaines, parce qu'il y a 10 ans, je le disais tout à l'heure, nous avons eu une crise financière absolument catastrophique dont nous venions à peine de nous relever, puisqu'il a fallu 10 ans, notamment en Europe, avec la crise des dettes souveraines pour sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes frappés de plein fouet par une autre crise de l'interconnexion, une autre crise monde, qui est cette pandémie du coronavirus. Demain, ça pourrait être une autre fragilité dans le système, que sais-je, alimentaire, énergétique ou autre. Et face à ces fragilités systématiques, nous ne pouvons pas simplement faire confiance à nos appareils publics, qui sont d'ailleurs de plus en plus lents à réagir. Nous devons vraiment travailler sur la prévention, sur la surveillance, sur la coordination des politiques publiques, faute de quoi nous irons de crise en crise avec, comme le disait Michel dans sa question tout à l'heure, des opinions publiques qui vont forcément réagir, se crisper, se cabrer, et nous allons faire progresser des offres politiques nationalistes autoritaires qui risquent bien de nous amener dans le mur. Alors pour faire suite à ma question, si on cherche un rayon de soleil peut-être, s'il en existe dans cette crise, quelles leçons on peut tirer ou quelles leçons on pourra tirer de la réponse qu'on fera à la crise pour les autres grands sujets, les autres grands problèmes ou les problématiques mondiales, que ce soit le changement climatique, tout ce qu'on peut imaginer qui se règle à l'échelle de la planète, justement? Si vous voulez, comme j'ai un esprit assez cartésien, je pense qu'il faudra que l'on ait une conférence internationale qui établisse une cartographie des risques, ce qu'on n'a jamais vraiment fait. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de domaines que j'appelle des domaines systémiques, dans lesquels, quand vous avez une fragilité qui survient en un point nodal, si cette fragilité se propage à l'ensemble du système, c'est comme un jeu de domino. Tout le système est affecté. C'est le cas de la finance, c'est le cas de l'épidémie et de la pandémie, mais ça peut aussi être le cas des réseaux énergétiques, des réseaux d'approvisionnement alimentaire, par exemple la dépendance européenne aux protéines végétales importées d'Amérique du Sud en particulier, dont on ne parle jamais et dont on pourrait dans quelques années se mettre à parler, est une vulnérabilité extrêmement forte. Donc il faut faire cette cartographie des risques, et ensuite il faut que les organisations internationales thématiques, je pense à l'Organisation mondiale de la santé bien sûr, mais on pourrait parler de l'Organisation internationale du travail, de l'organisation onusienne, la FAO, qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture, fassent cette cartographie des risques et définissent des normes multilatérales. Ensuite, ce n'est pas aux organisations internationales de dire ce que les différentes nations doivent faire. On voit bien que cette solution-là ne fonctionne pas. On voit bien, par exemple, la démonétisation d'organisations comme l'OMS ou l'OIT depuis une vingtaine d'années. En revanche, elles peuvent travailler de concert avec les nations à l'élaboration de règles qui sont ensuite incorporées dans le droit interne des différents États-nations. C'est ce qu'a essayé, par exemple, de promouvoir la France avec le Pacte mondial pour l'environnement dès 2017. C'est un pacte qui se compose d'un certain nombre de principes que la France voulait que chaque État-nation ratifie et inscrive dans son droit interne. Par exemple, le principe de précaution, qui nous serait fort utile en ce moment, ou le principe du pollueur-payeur. Le problème, c'est que quand la France a proposé ce pacte à Nairobi en 2019, elle s'est heurtée au refus franc et massif de pays qui ne sont pas coopératifs de ce point de vue-là. C'est le cas du Brésil, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la Chine. Ce sont des superpuissances qui, aujourd'hui, ne jouent pas le jeu
du multilatéralisme. Et c'est là peut-être un chemin pour la France et pour l'Europe. Il faut que nous reprenions le flambeau du multilatéralisme en changeant de méthode. Moi, je crois, comme l'a dit la juriste Mireille Delmas-Marty, à l'état de droit mondial sans État mondial. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de gouvernement du monde, comme on l'espérait dans les années 1980, parce que les États sont très attachés à leur souveraineté et ça ne risque pas de changer dans les années qui viennent, vu les dirigeants politiques qui arrivent au pouvoir. Mais il faut arriver à se mettre d'accord pour définir des règles multilatérales qui seront ensuite traduites dans les législations internes de ces États. Je crois que Guy Philippe avait une question. Oui, alors, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Romain et ce que venait de dire David, pour parler d'architecture mondiale, on peut tous être d'accord là-dessus. Le problème qu'on voit avec la crise sanitaire aujourd'hui, c'est qu'on sent bien que ça ne va pas suffire de juste faire la politique de suppression sur les différents pays, vu qu'aujourd'hui on voit des mouvements de vases communicants et de réinfection de pays occidentaux vers les pays asiatiques. Et on se rend compte en ce moment qu'il y a peut-être un risque de ping-pong terrible où les pays qui ne sont plus infectés risquent d'être réinfectés par les pays nouvellement infectés, en particulier l'Europe et dans quelques semaines, très probablement les États-Unis. Et derrière ça, il va y avoir aussi la réinfection qui va venir des pays émergents. Donc la question que j'aurais, elle est très simple. Est-ce qu'en fait, cette architecture mondiale, on n'en a pas besoin tout de suite, maintenant, pour absolument, d'une façon coordonnée et globale, arriver à gérer cette crise sanitaire, d'une part, et d'autre part, est-ce que les pays européens, malheureusement, peuvent vraiment porter le flambeau lorsqu'on sait qu'en réalité, ceux qui ont développé les meilleures méthodes pour mettre fin à cette crise sanitaire, eh bien, ce sont les pays asiatiques avancés, en particulier la Corée, Taïwan, etc. Mais vous avez tout à fait raison, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le risque que présentent certaines nations qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour écraser la courbe épidémique ou qui sont sur cette stratégie de l'immunité collective. Je pense que c'est un peu le pari que fait aujourd'hui le président brésilien, même si, comme vous le savez, le Brésil est un pays fédéral et que les gouverneurs et les maires des grandes villes ont une stratégie beaucoup plus responsable. Donc, moi, je ne peux que souscrire à ce que vous dites. Simplement, si je regarde de manière réaliste l'état du monde aujourd'hui, force est de reconnaître que ça ne risque pas d'arriver dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc, pour résoudre ce problème, il y a deux solutions. Soit on entre dans un cycle de fermeture durable des frontières, c'est ce vers quoi on risque d'arriver, parce que ce que cette crise a démontré, c'est la rapidité avec laquelle nous pouvions passer de la mondialisation à la démondialisation. Car enfin, regardez la situation aujourd'hui. Presque toutes les frontières nationales sont fermées, les flux commerciaux sont gelés, les chaînes de valeur sont profondément perturbées. Il n'y a presque plus d'avions dans le ciel, les flux touristiques se sont interrompus, les bateaux de shipping sont très perturbés. Donc vous voyez qu'on peut passer très rapidement d'une phase de mondialisation et d'interconnexion très avancée à une phase de démondialisation très avancée. Le seul domaine dans lequel il n'y a pas de démondialisation actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire la mondialisation de l'information. Au contraire, il y a une surmondialisation de l'information en ce moment. Mais si vous voulez, si on n'arrive pas à trouver une stratégie qui permette de détecter, tester et traiter très rapidement les cas qui reviennent sur le territoire une fois qu'on aura surmonté la phase épidémique aiguë, je crains que nous ayons des États qui prennent effectivement des décisions de fermeture de frontières. Ma lueur d'espoir, c'est que nous arrivions très vite, sans parler du vaccin qui prendra 12 à 18 mois, à trouver une solution basée sur du dépistage massif et du traitement avec de la chloroquine, de l'hydrochloroquine, des antirétroviraux, je ne sais quoi. Il y a des essais médicaux en ce moment qui sont à l'œuvre. Si nous arrivons à développer cette stratégie de dépistage et de traitement massif, ce qui suppose une infrastructure et une logistique et une organisation très importante, il va falloir pour les pays européens qui montent en régime de ce point de vue-là, eh bien, nous pourrions éviter le pire de ces fermetures non coopératives de frontières. Faute de quoi, si nous n'arrivons pas à faire ça, nous aurons une démondialisation, hélas, durable. Une question, David, à propos de peut-être ce scénario qui pourrait nous arriver quand on voit l'émergence de philosophies
collapsologues, d'acteurs qui pensent pouvoir développer du localisme massif. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le monde se recroqueville sur lui-même, que les communautés se recroquevillent sur elles-mêmes et que le monde devienne une sorte d'amoncellement d'îlots, d'archipels, avec finalement plus tellement de coordination globale. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer comme scénario? Est-ce que la décentralisation massive est un scénario possible à 2 ans, 3 ans, 5 ans ou peut-être même avant? C'est la question clé, à mon avis, Michel, des prochaines années. Et là encore, je vous invite collectivement à relire Brodel. Qu'est-ce que c'est que l'économie mondiale depuis 2000 ans? C'est l'histoire d'une succession de phases de mondialisation et de démondialisation ou de fermeture. Je relisais récemment une histoire de la chute de l'Empire romain, qui était déjà à sa façon une économie monde, puisque tout autour de la Méditerranée, il y avait des infrastructures de transport, des échanges commerciaux, des flux humains, on donnait la nationalité à des citoyens africains, l'édit de Caracalla. Et puis, à partir du IIIe siècle, apparaissent des difficultés. 3 crises en réalité apparaissent. Une crise de sûreté des frontières, avec les barbares qui arrivent aux portes et qui poussent en quelque sorte aux portes. Une crise de sécurité économique, avec des rendements agricoles qui diminuent, des réserves agricoles qui sont en baisse, et, on l'a oublié, une crise sanitaire et une crise épidémique très grave. Et c'est la conjugaison de ces 3 crises qui a provoqué l'effondrement de l'Empire romain. Si on regarde les 20 premières années du XXIe siècle, malheureusement, nous avons coché ces 3 cases, puisque nous avons en 2001 une crise de sûreté avec le 11 septembre, une attaque terroriste sans précédent, qui inaugure une décennie de terrorisme international très forte et des guerres au Moyen-Orient que vous connaissez. En 2008, vous avez une crise de sécurité économique et financière, puisque la crise de 2008, qui est au départ une crise de la finance américaine, du marché du logement américain, va se propager au monde entier, à l'Europe, aux pays émergents. Et puis, vous avez une crise pandémique en 2020 qui, effectivement, aujourd'hui, met toute l'économie les genoux par terre. Eh bien, il ne tient qu'à nous d'éviter que nous connaissions le même sort que l'Empire romain, c'est-à-dire une fermeture profonde. Et effectivement, moi, je vois 2 offres politiques monter en puissance. Celle qu'on voit déjà depuis 10 ans, au fond, qui est le nationalisme autoritaire dont je parlais tout à l'heure. Il suffit d'ouvrir un atlas mondial pour voir que dans beaucoup de grands pays, ce sont des dirigeants autoritaires et nationalistes qui sont au pouvoir. Le Brésil, d'une certaine manière, l'Inde, d'une certaine manière, le président américain, certains pays européens, voilà, la Turquie, la Russie. On voit que cette offre-là, elle est bien installée et je pense qu'elle va prospérer dans les années qui viennent. Et puis, vous avez raison de dire aussi un discours écologique, mais à la sauce collapsologique, parce que moi, je me sens profondément écologiste, mais ce discours écologiste à la sauce collapsologique, c'est un discours de l'autarcie, c'est-à-dire un discours qui va dire, au fond, la mondialisation, c'est catastrophique, ça ne nous amène que des crises, que des effondrements, que de la misère, de l'injustice, etc. Replions-nous sur nos territoires, construisons des communautés locales autosuffisantes, des îlots, et nous aurions ainsi un monde qui se réduirait à quelques îlots collapsologiques ou survivalistes. Et ça, c'est un danger aussi parce que les îlots, c'est forcément exclusif, excluant, et vous avez toute une partie de la population qui pourrait se retrouver sur le bas-côté. Les premiers à mettre en pratique ce genre de discours, d'ailleurs, ce sont certains millionnaires de la tech dans la Silicon Valley qui sont acquis à la cause survivaliste. Nous devons absolument éviter que ces 2 discours ne prennent l'ascendant, et pour ce faire, il faut absolument mettre en pratique, mettre en place très rapidement une nouvelle architecture de la mondialisation qui redonne du pouvoir aux États-nations et à la puissance publique pour une mondialisation mieux maîtrisée, plus ralentie, plus sobre. C'est absolument indispensable si nous voulons éviter effectivement les catastrophes politiques qui, hélas, trop souvent suivent ce genre de crise. Je crois qu'Olivier avait une remarque ou une question. Oui, ce qui est frappant dans cette discussion, c'est qu'on parle des réponses étatiques et éventuellement des réponses supra-étatiques, c'est-à-dire qu'on appelle à plus de coordination entre les États, et qu'on ne parle jamais de la réponse bottom-up qu'il peut y avoir dans les sociétés et du poids relatif de ces réponses-là. Je prends un exemple tout bête. On a parlé de la réponse en Asie et de la réponse des individus qui s'organisent, qui prennent des initiatives civiques, en fait, pour éviter la propagation de l'épidémie par simple habitude culturelle. Un autre exemple tout bête, c'est que
Alors qu'en France, on attendait que le président de la République apparaisse à la télé pour nous dire de fermer les écoles et les universités. Il n'y a pas une université qui a fermé avant le discours de Macron, sauf une où il y avait eu un cas de Covid. Ça faisait une semaine que toutes les universités américaines, ou à peu près, avaient fermé, alors qu'on attend encore qu'il y ait un ordre de lockdown aux États-Unis. Donc, il y a des cultures politiques dans lesquelles les communautés, au sens des entreprises, des universités, des associations, des églises, que sais-je, bref, l'initiative sociale bottom-up arrive à sa manière, qui est évidemment pas la même, à faire face à des périls de ce genre-là. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on réfléchit à ça quand on réfléchit en historien ou en politiste à ce genre de phénomène, et est-ce qu'on peut attendre de la réflexion qui émergera de cette crise qu'on acquiert nous aussi une capacité à agir par nous-mêmes sans attendre qu'un président ou un premier ministre apparaisse à la télévision tous les 3 jours pour nous dire quoi faire? Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites. Et d'ailleurs, moi, quand je parle de puissance publique, je ne l'ai peut-être pas suffisamment précisé, mais j'entends à la fois les autorités étatiques, les collectivités publiques, que ce soit la Commission européenne, les États, etc., mais aussi la société. Nous avons un pouvoir d'agir en tant que citoyens et en tant que communauté qui est extrêmement important. Et s'il y a une chose que cette crise remet au centre du jeu, c'est ce que j'appelle les communs. Les communs, c'est ni le public ni le privé, c'est ce qui est, les gens qui connaissent bien l'histoire de l'Internet peuvent en parler, ce qui est common, c'est-à-dire ce qui est d'usage collectif, sur lequel on n'a pas un droit de propriété de la même manière qu'on peut avoir un droit de propriété sur sa voiture ou son ordinateur. Eh bien, moi, je crois que cette crise, elle remet au centre du jeu ces communs. Et dans ces communs, on peut y intégrer beaucoup de choses. Ça peut être, bien sûr, l'air que l'on respire, ça peut être l'énergie, ça peut être l'environnement, ça peut être la biodiversité, ça peut être la santé humaine. Au fond, la santé humaine, c'est un bien commun, beaucoup plus qu'un bien public. Et ces biens communs qui ont été théorisés par une très grande politiste et économiste qui s'appelait Elinor Ostrom, qui a reçu le prix Nobel d'ailleurs, il nécessite une architecture institutionnelle qu'on n'a pas du tout aujourd'hui, en tout cas sur laquelle on n'a pas suffisamment réfléchi en Europe et aux États-Unis, même si on est plus avancé sur cette question-là dans certains pays, notamment en Asie, parce qu'au fond, on est encore dans une culture, comme vous le disiez, très étatique. On est encore dans une culture très étatique, alors qu'il faut trouver des solutions de gouvernance qui sont totalement novatrices. Et en même temps, je complète tout de suite mon propos en vous disant que vous avez besoin de la capacité d'anticipation et de coordination des États. Vous voyez bien, par exemple, qu'aux États-Unis, c'est très bien que les grandes universités aient pris des mesures et été plus réactives que le président Trump, mais quand vous voyez qu'il y a une forme de désorganisation ou de cacophonie au sommet de l'État fédéral, vous avez beau avoir des universités ou même des États fédérés qui prennent des initiatives et des mesures, ça crée quand même une impression de désordre. Et au fond, l'épidémie, elle circule et elle ignore les frontières entre les différents États fédérés ou entre les différentes universités. Donc, on a vraiment besoin des deux, mais c'est vrai qu'un des très beaux chantiers qui est devant nous, c'est d'imaginer une nouvelle architecture pour ces communs. Et ces communs, on les a trop longtemps cantonnés à des problématiques de pays en développement, par exemple des éco-villages en Inde ou des droits de pâturage en Afrique, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui va s'imposer dans nos sociétés complexes, dans les sociétés hyper industrielles, de manière assez forte. Et là, de ce point de vue-là, l'Inde, certains pays africains ont une longueur d'avance sur nous. Je crois que Ximeng Wang, vous aviez un point à ajouter. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, c'est pour compléter à cette question qui vient d'être posée par Olivier. Je pense qu'il semblerait très important justement pour éviter de tomber, de se replier justement au nationalisme et aussi à l'individualisme, de justement encourager des initiatives des citoyens pour essayer de construire des solidarités à la fois nationales, mais également transnationales. Et du coup, à ce titre, je pense qu'il est
la communauté chinoise, finalement, en France, offre en quelque sorte des exemples, puisqu'il y avait bien avant le discours de Macron, voilà, il y a déjà des formes d'entraide, il y a des formes d'information, en fait, qui circulaient au sein de ces diasporas. Il m'a semblé aussi que la diaspora, finalement, constitue une sorte de site d'observation pour mieux saisir la mondialisation et la démondialisation, parce que finalement les migrants chinois et leurs descendants, finalement à partir de notre terrain d'étude, se situent à l'interface en fait de la société d'accueil, en l'occurrence la France, et aussi la société chinoise. Donc les diasporas, ils sont toujours en permanence, en quelque sorte en décalage avec les deux sociétés qui les hébergent. Donc il m'a semblé que c'est important justement aussi de réfléchir sur ce processus de mondialisation et démondialisation très justement pointé tout à l'heure par David, à travers ce prisme des personnes en mobilité, à travers les migrations. Frédéric, il me semblait que vous aviez un commentaire à faire. Oui, non, suite au discours de David, là, passionnant, sur l'impact de cette crise sur la réorganisation un peu de la gouvernance mondiale. Peut-être que le plus beau projet qui va être à construire pour la France, mais pour d'autres pays, en tout cas en Europe, ça va être la construction d'une démocratie sanitaire. On s'aperçoit que finalement, on a totalement raté cette étape essentielle si on veut véritablement avoir un système de santé efficace, c'est l'intégration des individus, à la fois dans la prise de décision de notre système de santé, mais évidemment dans le sentiment d'appartenance des individus dans une communauté qui peut être nationale, mais qui peut être internationale, qu'est la communauté sanitaire. Je vais vous prendre un exemple. Je ne sais pas si vous savez, Michel, dans quel pays est-ce qu'on a été obligé d'obliger la vaccination pour que véritablement suffisamment de personnes dans la population soient vaccinées? J'aurais dit la France intuitivement, mais peut-être que je me trompe. La France et l'Italie. Voilà. Ce sont les deux seuls pays développés au monde où les pouvoirs publics ont été obligés d'obliger, sous peine de peine élevée, allant jusqu'à ne pas pouvoir mettre ses enfants à l'école. Donc on est quand même dans une... Nous, pays développés, nous, pays des droits de l'homme, nous, pays des Lumières, avons quand même totalement raté cette construction d'une société responsable en matière de santé, de ce bien le plus important. Si on poursuit un peu ce fil-là, et la remarque de Guy tout à l'heure était essentielle sur la notion de stress test, parce que si on regarde un petit peu à froid, c'est un stress test sur un plan géopolitique, c'est un stress test sur le plan évidemment du système sanitaire, c'est un stress test sur la solidarité européenne, c'est un stress test sur l'efficacité des politiques publiques et des pouvoirs publics dans chaque pays. Donc là, c'est pour ça, on va dire que s'il y a quelque chose de salutaire, ça va quand même essayer d'analyser ça un petit peu à froid. Et l'autre chose qu'on a raté en France, c'est qu'on avait construit au XXe siècle quelque chose qui se voulait extrêmement bottom-up, comme ça a été dit, c'est-à-dire cette sécurité sociale qui appartient au peuple, qui est gérée par le peuple avec ce système paritaire et qui fait qu'on détache de l'État pour responsabiliser l'ensemble de la population et pour créer un sentiment communautaire, un sentiment justement national qu'on a réussi à faire, qui a été porté par les 30 Glorieuses, mais qu'on a plutôt laissé de côté, disant que ce n'était pas assez efficace, parce que ce n'était pas assez réactif, et puis probablement que ça générait trop de dépenses, parce que l'individu n'est pas aussi responsable que l'État en matière budgétaire. Il suffit de voir l'état de nos dépenses et de nos comptes publics pour voir que ce n'était peut-être pas la bonne direction. Bref, on a laissé ça de côté, et puis finalement, on est revenu à un système très étatique, mais plutôt défaillant quand on voit en tout cas la capacité à gérer les crises sanitaires comme on le voit. Donc, le point, c'est au-delà, il y a c'est cette démocratie sanitaire qu'il faut créer, et puis c'est cette gestion de la santé à partir des territoires
parce que la santé publique, c'est la santé à partir des besoins de la population, parce que le risque chronique qui est dominant, malgré cette crise sanitaire qui est un risque aigu, mais le risque dominant reste, le risque chronique, c'est l'individu qui doit prendre le pouvoir, et donc il faut gérer au plus près de la population, ce qu'on n'a absolument pas en France. Vous savez qu'il n'y a pas de territoire de santé. Vous savez qu'on gère, on a des agences régionales de santé qui sont une déconcentration de l'État, mais très éloignées de la population. Et on a vu au cours de cette crise sanitaire l'incapacité de mobiliser la société civile. Est-ce que vous avez entendu parler des associations de patients pour lutter contre ça? On a un réseau d'associations formidable dans ce pays. On a une centaine de caisses primaires d'assurance maladie qui connaissent absolument tous les malades, toutes les personnes qui sont à risque, qui connaissent très bien tout. Est-ce qu'on a mobilisé ces gens? Évidemment, on n'a pas mobilisé ça parce que c'est pas dans l'organigramme étatique. Donc, par rapport, excusez-moi, j'interviens, je ne sais pas si c'est très pertinent suite à l'analyse de David, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça parce qu'il y a peut-être une citoyenneté mondiale sur le plan sanitaire qui peut peut-être être réfléchi à partir de là, parce qu'on voit bien que cette interdépendance, quelle que soit l'évolution géopolitique et les conséquences géopolitiques, il y a en tout cas une citoyenneté mondiale sanitaire que cette crise a profondément révélée. Une toute dernière question que je voudrais poser, cette fois-ci à Guy-Philippe Goldstein, avant de passer la parole à notre prochaine session au Portugal et au Kenya. Guy-Philippe, un des éléments de notre résilience actuellement, c'est l'infrastructure numérique. Sans cette infrastructure numérique, nous ne serions pas là, nous ne pourrions pas nous informer comme nous nous informons, et probablement d'ailleurs que le virus aurait fait énormément plus de dégâts. Est-ce qu'aujourd'hui, nous qui sommes confinés, nous qui sommes une humanité aussi massivement connectée, est-ce que notre infrastructure Internet est prête à faire face à une humanité à la fois de télétravailleurs en visioconférence comme ici, mais aussi de consommateurs de Netflix, de Facebook, de YouTube? Je donnerai une réponse en 2 points rapides. Le premier, d'un point de vue technique, nous ne savons pas exactement. Là aussi, c'est un stress test. Il est certain que, par exemple, il y aura, s'il y a un développement très fort du télétravail, il faudra réduire d'autres types d'utilisation très forte de toute la bande passante, en particulier les jeux vidéo et les activités de loisirs. Si on fait beaucoup de télémédecine, beaucoup de télétravail, beaucoup d'activités en télétravail, eh bien, on sera obligé de dégrader certains éléments jusqu'à ce que les capacités reviennent. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point sur cette infrastructure numérique, moi, je ne voudrais jamais qu'on oublie que le point clé de l'infrastructure numérique, c'est le talent humain. Et je voudrais juste rebondir très rapidement sur les excellents points qui ont été dits par Frédéric, David, la question soulevée par Olivier, la manière d'activer des communautés. Il y avait ce matin, lors de la session BOMA Global Japan, Stan Christian Sulliver d'Estonie qui parlait comment l'Estonie a développé un mouvement, une campagne Hack the Crisis, en justement mobilisant la communauté tech en Estonie et au-delà. J'ai un petit peu participé le week-end dernier. Et maintenant, ce mouvement est repris en Finlande, il va aller en Inde, il va aller à travers l'Europe. Là, il y a un exemple d'une mobilisation vraiment bottom-up de la communauté tech pour essayer de trouver de nouvelles solutions qui ne sont pas imposées d'en haut, mais qui peuvent venir de la créativité de chacun, des ventilateurs, respirateurs de fortune, des applications pour aider, etc. Et c'est vrai qu'en France, là à nouveau, ça manque terriblement. Je n'ai pas entendu de discours pour dire « membres de la communauté tech, aidez-nous, mobilisez-vous, participons ensemble ». Merci à tous. Je voudrais tous vous remercier pour votre participation à cet échange, à ce débat. Merci à nos experts, merci à notre comité éditorial, merci à l'audience. C'était un moment passionnant, en tout cas pour moi, c'était vraiment passionnant. Avant de passer la parole à nos amis portugais qui prennent le relais juste après, je voudrais vous dire un mot quant à cet événement. En fait, cet événement n'est qu'un début. Parce que pour endiguer cette crise, il nous faudra tous, experts, scientifiques, innovateurs, gouvernements, citoyens, nous rassembler de manière radicalement nouvelle. Et cela par-delà les frontières, par-delà les cultures, par-delà les communautés. La seule façon de résoudre ce problème, il nous semble à BOMA, c'est de coopérer, et c'est de coopérer de manière radicale. Alors aujourd'hui, nous contribuons à notre manière, à notre échelle, à cette coopération en créant, en engageant une nouvelle forme de conversation. Celle qu'on a vécue, celle qui s'est déroulée toute la journée, qui va continuer pendant la soirée.
Alors, pendant le confinement, nous organiserons en France un BOMA virtuel hebdomadaire. Les autres BOMA à l'international feront de même. Ce n'est donc qu'un début. Je vous donne rendez-vous très très vite sur cette antenne. Place maintenant à la session portugaise dans quelques minutes ici même. I don't know if you're here, guys. It's time now to start the next session with our Portuguese partner, Marconi. See you soon, Marconi.